Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LCLE, le casque et l'enclume. Un casque et l'enclume un peu spécial avec un format que vous allez retrouver assez souvent dans vos oreilles, le top 5 all-time de... Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. On va d'abord saluer les chroniqueurs préférés de LCLE. Pierre Mogin, ça va ? Ça va, ça va. La ligne de métro, c'est bon ça... Il y a des problèmes toujours. Enfin, c'est ouais, le métro, hein, c'est l'aventure. Hein, tu sais, on a tous des problèmes. Ça, c'est important de le dire quand même en débutant ce nouveau numéro du podcast de LCLE. Stéphane, hello. Salut Jean. Ça va bien ? Ça va. Écoute, moi, j'ai pas de problème de métro, j'habite ici. Ouais, voilà, ça, c'est quand même. On a moins de problèmes de bus et de métro quand on est chez l'habitant. Non, ça, c'est. De toute façon, t'as plus de métro, donc t'as pas le choix. Je suis complètement d'accord. Alors, à l'occasion, on ne consacrera pas de podcast spécialement à Sifu, la dernière production de Slow Clap, le studio parisien. Mais ce jeu de Kung Fu nous a tapé dans l'œil littéralement. Et donc, on a décidé littéralement de réaliser un top 5 des meilleurs jeux d'arts martiaux. On a eu beaucoup de mal à définir, à faire rentrer c'est quoi les jeux d'arts martiaux. Est-ce qu'on considère que les jeux de ninja et de samouraï sont des jeux d'arts martiaux? Stéphane, on a eu du mal. Bon, les ninjas un peu plus que les samouraïs, j'ai envie de dire. Mais à regarder de plus près, ils ont aussi des arts martiaux. Mais il y a quand même le Kenjutsu, hein, ça marche. Ouais, ça marche. Donc voilà, alors, on gardera Ghost of Tsushima, on fera un spécial, je pense un top 5 all-time des jeux de samouraï et de ninja. Comme ça permettra effectivement de s'éclater un peu plus sur ce. D'ailleurs, si vous avez des idées de top 5, à vous qui nous écoutez, vous mettez ça en mention. Sur YouTube, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire un commentaire, à lâcher vos commentaires, à nous dire tiens, on aimerait bien un top 5 là-dessus, un top 5. On se fera un plaisir si la proposition est bonne, oui. Et en parlant de jeux de samouraï, on a parlé de Trek to Yomi la dernière fois. Oui. Donc voilà, c'est de ce qui existe dans le genre, quoi. Exactement. Donc ce top 5 all-time des jeux d'arts martiaux, vous allez voir, il y a quand même pas mal de surprises. Alain, aujourd'hui, est à la réalisation, comme toujours et comme d'habitude, il est impeccable. Et alors, je ne sais pas, lui, on ne lui a pas demandé quels étaient ses jeux favoris, mais je pense qu'il a dû avoir un paquet. Il n'a pas de micro, donc en fait, il ne peut rien dire. Il a peut-être à en jouer beaucoup. Et nous aussi, d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'on en a joué pas mal. D'ailleurs, on en a joué à tel point qu'on a fait des mentions honorables, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans le top 5, oui, c'est vrai, ils sont aux portes ou un peu loin, mais on aime quand même les citer. Pierre, t'as quoi, toi, dans tes mentions honorables ? J'ai un petit God End qui rappellera des bons souvenirs. C'était quoi God End? C'était un jeu de Clover à l'époque, donc les anciens, les ex-Platinum, qui sont devenus Platinum Games après. C'est vrai. Et qui était un jeu où on pouvait composer soi-même ses combos. C'était assez éclaté, ça. C'était complètement. En fait, c'était vraiment très série B en fait, où c'était un espèce de gros mec musculeux qui tapait littéralement des espèces d'ennemis en mélange entre Mad Max et des espèces de dérives complètement graphiques hallucinantes. Et effectivement, chaque combo était composé directement en fait par le joueur. On avait des bases donc coup de poing, coup de pied retourné, machin. Et en fait, on prenait chaque élément de ces coups-là. Et en fait, on faisait des combos littéralement. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de vraiment de fichier Excel, quoi, littéralement, où on mettait différents coups et on créait soi-même en fait ces enchaînements. Alors, tu as mis une célèbre saga aussi dans tes mentions honorables. Alors, oui, alors Julien Inverno, qui doit nous écouter, même s'il n'est plus parmi nous à Paris, en région parisienne. Donc on le salue, et qui est fan de cette saga. Je pense que tu t'es fait un ennemi tout de suite. Oui, mais alors il est loin maintenant. Ça va, il est loin. Le coup sera moins fort. C'est Yakuza. Alors je l'ai pas mis dans mon top 5. Les Yakuza sont quand même très très bien. Parce que c'est des jeux que j'adore, hein, mais en fait je trouve ça limite évident. Parce que c'est littéralement le fond en fait de ces jeux-là. Il y a l'exploration, il y a la narration alors c'est des jeux d'ailleurs très narratifs et passionnants en termes d'écriture et même l'histoire globale, tout se tient, les personnages sont mémorables, donc il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Mais c'est des jeux où vraiment le système de combat c'est une sorte de mélange beat'em up RPG avec un vrai d'ailleurs dernier épisode qui est un RPG pur jus en fait. Et c'est vraiment que du coup de poing, du coup de pied, du suplex, enfin voilà, et c'est uniquement du combat de rue. Et je trouve que c'est très réussi, mais pour moi, ça rentrait peut-être moins dans les arts martiaux que d'autres jeux. Ouais. D'ailleurs, ceci dit, c'est à l'image de ce top 5 all-time, c'est-à-dire qu'on a eu du mal, Ghost of Tsushima ou pas, c'est quoi un art martial, enfin bon, bref, ça a posé des questions finalement beaucoup plus complexes que se dire, ouais, viens, on fait un top 5 sur les jeux de Kung Fu qui se tatanent. Non, c'est un peu plus compliqué. Mais Yakuza, effectivement, c'est quand même une belle série, il y a de superbes jeux, donc n'hésitez pas à faire un tour.
toi, Stéphane, t'es plus du côté du ragdoll kung-fu. Alors, moi, parce qu'en fait, j'ai essayé d'être un peu spécial. Alors, c'est pas des grands jeux, hein, ça, faut loin s'en faut, quoi. Mais j'ai une petite affection, en fait, pour. C'est un jeu qui s'appelait Ragdoll Kung Fu, qui est sorti sur PS3, je crois, à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et en fait, qui jouait, en fait, tout simplement sur la logique du ragdoll. C'est-à-dire vraiment, en fait, si tu veux, ce système, ce truc de moteur de jeu, en fait, si tu veux, où d'un seul coup, quand tu mets un coup dans un personnage, tu sais, il a les bras qui partent comme des poupées comme un chiffon, ouais, c'est ça, c'est des poupées de chiffon. Ouais. Et du coup, en fait, les mecs se sont dit, ça serait rigolo de faire un jeu de kung-fu autour de ça. Tu vois, alors, c'est vraiment un jeu indie, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, voilà, quoi, mais fait avec soin, à l'époque de la PS3, très, très, comment dire, parodique. Donc, tu avais une chanson, si tu veux, qui s'appelait Ragdoll Kung Fu, si tu veux, qui était chantée sur des airs asiatiques, tu vois. Heureusement, une époque oubliée. Hein, peut-être un petit peu raciste, si tu veux, de l'extérieur, on va dire, si tu veux. C'est un des problèmes de l'appropriation culturelle, c'est que là, ça peut gratter sur des zones. Ça allait un petit peu loin dans le. Mais disons que en fait, ça se faisait aussi par détournement parodique, en fait, de films d'arts martiaux des années 70, on va dire, tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait, il y avait vraiment une vision post Tarantino, en fait, sur le truc, quoi. Mais il y a un autre jeu, en fait, que je cite aussi dans les mentions qui est similaire, qui est Kung Fu KO. Mais en fait, en gros, voilà, il y avait. Alors, c'est pas du tout les mêmes gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, dans Ragdoll Kung Fu, il y a vraiment l'idée que tu balances tes bras, en fait, aux quatre coins de l'écran, et en fait, du coup, tu peux éclater les mecs qui sont vraiment tout en haut, tout en bas, tout suivant où tu te places, quoi. Et ça, c'était un peu rigolo. Dans Kung Fu KO, c'est vraiment, pour le coup, c'est intégré dans la notion de jeu. C'est un petit jeu Xbox 1. C'est ça, qui était sorti au début des années 2000, hein, 2002, 2003, et qui était franchement rigolo, parce que quand tu es comme moi et que tu as un peu des références, on va dire, de films d'arts martiaux des années 70, tout ça, etc., bah, en fait, c'est l'envers du décor. En fait, on te dit, voilà, tu es un réalisateur, et en gros, tu dois diriger tes comédiens, en fait, qui sont des artistes martiaux, pour arriver à faire une scène de film d'arts martiaux. Et du coup, tu te retrouves avec plein de références, en fait, évidemment, au cinéma de Bruce Lee, au cinéma de Chang-Chi, à tous ces trucs-là, etc., etc. Et bon, c'est très, très cartoon, pour le coup, si tu veux. Pareil, c'est pas, tu vois, c'est pas le jeu, pardon, le plus fin, comment dire, on va dire en termes de culture, effectivement de l'appropriation. Il n'y aura pas forcément que des jeux fins, j'ai l'impression. Non, bien sûr. Après, de toute façon, il faut voilà, je veux dire, et puis surtout à cette époque-là, on va dire, le jeu vidéo ne s'embarrassait pas trop de problématiques, quoi. Ouais. Et puis c'est pas toujours simple non plus. Il faut dire, le jeu vidéo n'a pas forcément toujours le luxe d'être, comment dire. Dans le détail, tu vois, d'être vraiment raffiné dans ce que tu veux donner, quoi. Et puis surtout à cette époque-là, il fallait qu'il y ait un goût, quoi, en fait, pour chacun de ces jeux-là, quoi. Bah là, en fait, si tu veux, c'était ça, c'était le, comment dire, c'était vraiment le truc un peu méta, un peu fun, mais assez drôle, hein, vraiment. Moi, dans mon souvenir, j'ai pas rejoué depuis, parce que c'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu Xbox 1, hein, pas très joli, pas très, voilà, quoi, pas très bien fini, quoi, pas très, genre, t'as pas l'impression d'être un super artiste martial quand tu joues à ce jeu-là, mais qui était plutôt fun à cause justement de ce référencement-là, quoi. J'en citerai un autre parmi tes mentions honorables, parce que bon, on parlera évidemment beaucoup de Bruce Lee lors de ce podcast. En tout cas, son fantôme errera et entra ce podcast tant il a nourri les jeux vidéo et cette fantasmagorie du jeu vidéo d'art martial. Et c'est Jet Li, Rise to Honor. J'avoue, Rise to Honor. Ouais. Moi, je le connais pas, donc Jet Li est cité. Donc c'est cool. Alors, jeu PS2, post, comment dire, carrière américaine de Jet Li. Jet Li, en fait, alors c'est assez marrant en fait comme truc, c'est qu'il faut savoir que Jet Li, donc à un moment donné, est parti. Bon, je pense que nos auditeurs le savent, tu vois, est parti de Hong Kong pour aller faire des films aux États-Unis, notamment avec Joel Silver, hein, et il a refusé, c'est-à-dire il a fait des grosses merdes, si tu veux, avec Besson et avec Joel Silver, mais il a refusé les Matrix. Et il avait refusé les Matrix pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'il avait dit, en gros, je ne veux pas, en fait, qu'on fasse de la motion capture avec mes mouvements d'arts martiaux, en fait, parce que en fait, ils vont être ensuite copyrightés par la Warner, si tu veux. Donc, tu lui dis, ok. Admettons, tu vois, et là d'un seul coup il fait de la mocap en fait pour un jeu vidéo tout pourri, tu vois, qui s'appelle Rise to Honor, qui dure très honnêtement 4 heures de jeu, hein, voilà, mais qui avait ce truc en fait, vraiment c'est une série Z, hein, le jeu, c'est-à-dire que c'est pas un très grand jeu, c'est un jeu PS2, il joue un flic, il y a un gosse qui se fait kidnapper, je sais plus c'est quoi les trucs, enfin vraiment l'histoire c'est super basique, c'est lui qui joue le rôle, ce qui est marrant c'est que c'est en chinois. Quand il parle avec comment dire, certains personnages chinois, c'est en chinois. Bon, c'est un petit peu en anglais aussi des fois et tout, mais c'est vraiment c'est à l'occidental, on va dire, pour le coup. Voilà, c'est vraiment le Jet Li
post. Alors, c'était quoi déjà les films? Attends, Roméo doit mourir. Ah oui. Et celui avec DMX. Le baiser mortel du dragon, c'est ça? Alors, en sursis, merci. Ah, Alain, il le connaît parce qu'il connaît. Alain, il a la BO. Comment- Il a la BO avec DMX et tout, quoi. Et c'est ça, en sursis. J'avais cru qu'on allait oublier cette non. douloureuse période Et non. qui revient. Là. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est très dans cette période-là, donc c'est très très daté. Mais c'était rigolo. Alors bon, le jeu, voilà. Après, ce qui était bien à l'époque, hein, parce qu'en fait, j'ai revu des vidéos du coup pour le podcast. Parce que j'ai pas le jeu sous la main pour le relancer. Mais en fait, j'ai revu des vidéos et je me disais à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'il y avait des mouvements de Jet Li, vraiment. Il y avait vraiment l'idée, si tu veux, qui partait, tu sais, il y avait des coups qui partaient en arrière, des trucs comme ça. Dans les chorés, un peu, d'ailleurs, c'est lui qui a fait les chorés de coréennes, quoi. Et en gros, si ce n'est que le problème que moi j'avais avec coréennes au cinéma, c'est que c'était souvent très très brouillon ces chorés. C'est-à-dire que, pas encore une fois les chorégraphies forcément en soi, mais le fait, en fait, si tu veux, que si tu prenais en opposition à Ian Whooping à l'époque, qui est un autre grand chorégraphe en fait, qui est passé le cap aux États-Unis, notamment avec Matrix, c'est que chez Ian Whooping, il y avait en fait des chorégraphies qui permettaient des mouvements de caméra, en fait, si tu veux, qui suivaient les coups. Si tu veux, c'est-à-dire tu avais 3-4 coups portés, tu pouvais faire ça en un seul mouvement de caméra, ce qui était plutôt cool parce que tu voyais vraiment une décomposition du mouvement. Chez Coréenne, les 4 mêmes coups, c'était 4 plans. Bon, j'exagère, mais tu vois, enfin pas loin, il y en avait 2 ou 3. Quoi, tu vois. Et en gros, si tu veux, ce qui était bien avec, avec le jeu, c'est comme ta caméra, c'est ta caméra 3D, on va dire, si tu veux, bah, tu pouvais voir la décomposition des mouvements quand même. Et je me disais, ça c'est plutôt cool par rapport au film chorégraphié par Coréenne. Et bon. Très honnêtement, à la revoyure, c'est pas super bien foutu, quoi. Tu vois, c'est pas très précis, voilà. Mais disons que s'il y a des fans de Jet Li dans l'audience, quoi, enfin qui nous écoutent, quoi, bah si vous avez un émulateur PS2 ou si vous avez une PS2 qui traîne et que vous le trouvez en brocante à 2 balles, quoi, franchement. C'est rigolo. Voilà, c'est pas un très grand jeu, ça fait 3 heures aussi. Hein, pour l'expérience, quoi. Voilà, c'est ça pour l'expérience, quoi. Ok, ben voilà, ce top 5 all-time des jeux d'arts martiaux est bien lancé, je pense. Moi, pour mes mentions honorables, on va quand même trouver Sifu et Absolver, parce que les deux jeux Slow Clap on va dire, l'art martial dans le sang, et ils le font très bien. Mais alors là, on est vraiment plutôt époque 2020, c'est-à-dire avec une recherche dans la précision, dans les coups, dans la sensation, dans le ressenti des coups, dans la précision aussi, parce qu'effectivement, Sifu, c'est un jeu qui est très exigeant, même si un mode plus facile a été implémenté pour les rageux, certains diront évidemment, mais non, le jeu était très dur, et notamment dans la parade, parce que là c'est vraiment tout un jeu de parade pour essayer d'éviter les coups. Voilà, donc ça c'est des jeux qui sont quand même absolument incroyables, qu'on n'a pas mis, enfin moi en tout cas je pense qu'on n'a pas mis parce que c'était trop près ou encore trop proche, et le temps dira si Sifu s'incrustera, si on en refait un dans 5 ans, s'il s'incrustera dans le top 5 all-time, mais pour l'instant ça me semblait un peu prématuré. Il y a aussi des jeux anecdotiques mais tellement drôles comme le Def Jam Fight for New York avec nos amis rappeurs. Il y a Alain qui avait encore la BO sous la main. Mais ça, la BO, ok. Mais le jeu, bon, voilà. Mais c'est des bons jeux. Hein. Enfin, pour le coup, c'était vraiment bien. Enfin, ça cartonne. Non, c'est des bons jeux. Vendetta, il y a aussi ça. Les Naruto Shippuden sont excellents, voilà, ils n'y seront pas, mais difficile de les lancer. Là aussi, le petit cœur de Julien Inverno va saigner, puisque il y a comment s'appelle ce jeu déjà, attendez, je retrouve Naruto Shippuden, Metal Gear Rising. Effectivement, on n'y est pas, mais quel jeu incroyable. Mais tu peux dire Samurai. Mais en fait, ça va très loin. C'est ça, c'est-à-dire que où le mettre et où le placer, en tout cas il s'est pas imposé. Tu coupes des avec ton sabre, donc voilà, il y a beaucoup de jeux évidemment dont on ne va pas parler, on s'en excuse pour aux petits cœurs fragiles qui nous écoutent. Nous aussi nous avons des petits cœurs fragiles, mais bon, il a fallu faire un choix, et 5 c'est pas beaucoup. On commence par ton 5e. Tiens Pierre, qu'est-ce que tu as choisi en 5e place de ton top 5 all-time des jeux d'arts martiaux? J'avais donc Dead or Alive 2 qui est je sais que c'est une série qui est pas forcément hyper appréciée parce qu'elle est souvent limitée au fait d'avoir des jeunes filles avec une poitrine extrêmement proéminente. Non, mais je vois tes goûts, je te connaissais mais alors, plus justement, intellectuel, plus raffiné, plus là Dead or Alive. Je chute direct. Pourtant j'étais à ça, hein, mais et en fait on essaie de le mettre en premier en fait. Mais enfin sincèrement, c'est vrai que c'est des jeux qui malheureusement ont cette image-là, mais qui sont des jeux hyper techniques en termes en termes de parade et de contre. Et moi, dans le jeu vidéo, en fait, dans les jeux de baston ou dans les jeux d'action, j'adore les notions de parade et de contre. Ouais. Et Dead or Alive 2 est vraiment brillant pour ça. Parce que c'est un des premiers jeux à avoir mis en place une vraie logique de victoire par la parade et par le contre.
C'est-à-dire qu'on peut gagner comme dans un, je sais pas, dans un Tekken ou en enchaînant les coups de manière classique. Mais le vrai avantage, c'est de comprendre la manière dont le joueur joue en face pour justement se servir de son coup pour le mettre à terre en fait. Donc il y a un peu un côté judo dans l'idée. Et c'était un jeu qui en plus était très généreux sur la mise en scène où tu pouvais casser le décor, passer dans un autre décor en pleine chute, rattraper la personne en bas. Enfin, il y avait un côté vraiment complètement décomplexé, ce que j'aimais beaucoup, et surtout le fait d'avoir l'impression de gérer de A à Z ton combat et de savoir exactement quand te servir de l'adversaire. Et ça, je l'ai retrouvé assez peu plus tard dans d'autres jeux. Et après, bon, c'est une série qui s'est un peu éteinte maintenant, ou qui a fini dans une sorte d'obscur free-to-play avec des costumes et des coups à acheter. Enfin, c'était un peu la déchéance, quoi. Mais vraiment, le 2 marche encore très bien. C'était un jeu d'ailleurs qui était sublime à l'époque, qui était une exclu Dreamcast, si je dis pas de bêtises, qui après arrivé sur PS2. Et vraiment, moi, je l'avais pris par hasard. Et j'avais été étonné vraiment du niveau technique et surtout du fait que chaque personnage a son style, a ses coups précis, a un vrai, même juste des postures différentes. Et il y a un vrai boulot là-dessus en fait dans ce jeu-là et c'est vraiment un jeu que je conseille même maintenant. Ouais. Parade contre, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ça fait partie des essentiels, en tout cas dans la sensation. On parlait de Sifu qui est très réussi d'ailleurs pour ce côté-là. Mais je comprends très bien ton choix, en tout cas la caractéristique autour de ce top 5. Donc Dead or Alive 2. Pour toi, Stéphane, ton cinquième. Alors moi j'ai mis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas mis Sifu, et peut-être que Sifu en vrai ça vaut mieux que ce que je vais dire, mais Sleeping Dogs en fait qui était un jeu. Alors, déjà, bon, moi je l'ai mis en 3. Donc du coup, moi je l'ai mis en 3e. Ah, bah, donc voilà, je peux le dire. Toi, tu l'as mis. Non, je l'ai mis. Non, je l'ai mis. Alors toi, pourquoi tu le mets en 5e en fait, et après, je dirais pourquoi moi je le mets en 3e. À part peut-être le premier jeu, quand on y arrivera, en fait, qui est vraiment au-dessus des autres. Hein, en fait, il n'y a pas d'ordre vraiment. Voilà, il n'y a pas d'ordre particulier. Mais en fait, Sleeping Dogs, bon, faut préciser peut-être que c'est un jeu qui a une petite dizaine d'années maintenant, en fait, qui était sorti sur, je crois, Xbox 360, PS3 à l'époque. Hein, C'est voilà. ça, ouais. Puis ils ont refait une version pour gen suivante, quoi. J'allais dire next gen, mais pour la génération suivante, quoi. PS4 et Xbox One. Et en fait, c'est un monde ouvert qui a mis un petit peu de temps à sortir, parce que c'était censé être le 3e True Crime. Je sais pas si vous vous rappelez de cette saga, en fait. Et en fait, finalement, c'était True Crime Hong Kong ou un truc comme ça. Parce que, c'est Hong Kong, la ville. Et en fait, ça a été récupéré par un autre studio qui a décidé d'en faire un vrai open world un peu plus poussé, qui a vraiment enlevé, moi je trouve, à raison, en fait, le côté, comment t'appelles ça, attaché à True Crime, quoi, pour en faire, en fait, si tu veux, un open world d'arts martiaux. C'est-à-dire vraiment, en fait, avec une grosse référence, pour le coup, au cinéma de Hong Kong des années 80-90, enfin, très, très prononcée. Alors, pourquoi je suis un petit peu hésitant disons que d'un point de vue de la narration de l'histoire, le jeu est pas ouf en fait. C'est une histoire de flic infiltré. Voilà, c'est un peu trop classique même par rapport au cinéma de Hong Kong. Oui, c'est vrai qu'il était un peu plus inventif. Parfois un peu plus inventif. Il n'a pas toujours été. J'adore le cinéma de Hong Kong, mais il n'est pas toujours non plus fin dans ses. Non, bien sûr. Mais là, c'est vrai que c'est classique. Hein. Là, ce que je voulais dire, c'est plus quand je dis c'est classique, c'est que. Alors, je vais pas me faire que des amis, mais moi, je suis plus, cinéma de Hong Kong des années 80-90, on va dire, j'ai envie de dire John Woo, Tsuyark ou les trucs comme ça. Bon, ce qui jusque-là, normalement, les gens de goût me reconnaissent ça, tu vois, on va dire. Mais disons que en fait, là, je trouve que ça allait un peu plus sur Infernal Affairs. Infernal Affairs, moi, c'est pas forcément un film que je porte en estime, quoi. Et du coup, il y a une espèce de digestion en fait de ce cinéma-là pour en faire un espèce de truc un petit peu occidentalisé que moi je retrouvais dans Sleeping Dogs. C'est-à-dire que je me disais bon, moi je viens pour du John Woo et je viens pour du Tsuyark et en fait on me file du Infernal Affairs. C'était là où j'étais un petit peu. Ouais, il y a un petit côté GTA sous influence, si on peut. Il y a ça aussi, ça c'est clair. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, il a été influencé par. De toute façon, il a été influencé. Si on se pose la question, c'est-à-dire on n'aurait jamais mis un jeu comme Arkham City ou Arkham Asylum en fait dans ce top là, mais par contre très clairement les combats en fait d'arts martiaux dans Sleeping Dogs, c'est en fait une reprise des combats du système de combat d'Arkham City, quoi. Et voilà, bon, c'est plutôt efficace, hein, ça fonctionne plutôt bien, mais en fait tu peux pas te battre, enfin c'est-à-dire contre le simple truc que tu es en train de te balader dans Hong Kong et t'as des mecs qui t'engueulent en chinois, quoi, tu vois, en cantonais. Et moi, ça, tu vois, rien que ça, tu vois, c'était ça mon kiff, quoi. Et à la limite, tu vois, après, la problématique, en fait. Hong Kong, c'était génial. Parce que Hong Kong, là, c'était un vrai choix différenciant, je trouve. Enfin, une vraie proposition différenciante. Tu sais, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de
tests là-dessus et de jugement là-dessus sur le fait que on avait d'autres villes que des villes américaines à visiter, tu vois. Et enfin, on avait des villes comme ça, un petit peu. Voilà. Totalement. Puis d'ailleurs, en fait, je sais pas, aujourd'hui, on a plus ou moins conscience qu'un GTA, ça se passera toujours aux États-Unis, puisque apparemment, on est toujours à l'air de partir dans cette logique-là. Mais pour les gens qui se rappellent de ça, avant GTA 4, justement, il y avait des rumeurs énormes sur GTA Tokyo, GTA. Et en fait, tout ça, ça excitait les gens parce qu'on se disait, ah ouais, putain, ce savoir-faire, en fait, pour recréer ça, ça peut être cool, quoi. Moi, je pense qu'il y a. Tu vois, tu nous posais la question dans le dernier podcast sur Trek to Yomi, est-ce que ça mériterait une suite? Et ben moi, j'adorerais voir une suite à Sleeping Dogs avec les technicités actuelles aujourd'hui, et la possibilité, en fait, de pousser encore plus loin l'immersion et ce genre de choses. Parce que, si on va dire que c'est un jeu sympa, hein. J'ai pris du plaisir à le faire vraiment. Exactement. C'est pour ça qu'il est dans mon top. Il y a vraiment un truc cool. Il y avait aussi un truc, j'aimais bien les. Enfin, alors c'est anecdotique, mais j'aimais bien les petites DLC où ils te mettaient des fantômes chinois, des trucs comme ça. En fait, si tu veux, t'avais des comment t'appelles ça, les fantômes sautilleurs, en fait, si tu veux, qui sont des trucs qu'on a vu dans les films de Sammo Hung ou les trucs comme ça. Et ça, c'était plutôt cool, mais c'est folklorique, c'est dans la culture, on va dire, quoi. Du coup, ça me faisait penser à toutes ces histoires de fantômes chinois, tous ces l'exorcisme chinois, les trucs comme ça, et ça c'était plutôt cool, quoi. Puis tu pouvais faire des scènes de combat contre eux, c'était plutôt rigolo, quoi. Donc c'est pareil, ça donnait quelque chose d'un petit peu différent, quoi. Maintenant, après, en termes d'open world, en termes de monde ouvert pur et dur, on a vu beaucoup mieux, et déjà à l'époque. Donc en fait, mais voilà, tu vois, moi, pourquoi je l'ai mis en numéro 3, c'est parce que c'est là où on a une différence de point de vue à l'époque. Parce que moi, j'en attendais absolument rien. Et même au contraire, je me disais jamais ils arriveront à faire un monde ouvert, on va dire cohérent, enfin en tout cas plaisant, à la hauteur, entre guillemets, d'un GTA, ou en tout cas pas trop loin, parce qu'en 2012, il n'y en a pas des masses, des acteurs sur le jeu vidéo capables de faire un open world de ce niveau-là. Or, il arrive et il est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire une ville. Certes, c'est un peu moins chiadé. Il y a un peu plus de défauts de ci, de là. Ceci dit, bon, la tenue de route est catastrophique. Elle n'est pas moins dans un GTA. Donc, comme ça, au moins, on est un partout, la balle au centre. Tu veux dire quand tu la moto. Voilà. Bon, les bagnoles dans GTA. Dans GTA 5. Ouais. Et encore. Qui est sorti un an après. Ouais. Encore, t'es gentil. Parce que, quand même, la tenue de route, c'est pas, on va dire, la qualité première d'un GTA. Pour moi, en tout cas. Mais bon, c'est anecdotique. Il y a un monde, il y a cette ville, et je trouvais ça super éclatant. Bon, effectivement, le scénar série B. Moi aussi, je suis comme toi, j'aurais freiné sur le côté occidental. J'aurais aimé qu'il pousse encore un peu plus loin cet hommage au cinéma hongkongais. Mais encore une fois, c'est une proposition qui est arrivée. Moi, j'en attendais rien. Et d'un coup, tu avais quelque chose. Et je me suis pris au jeu. Et c'est vraiment le mot sympa. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le mot sympa, où vraiment, tu le disais sur Trek to Yomi, finalement, c'est assez simple. C'est assez basique. Mais ils le font plutôt bien. Et en fait, à la fin, tu as un vrai truc, tu as un vrai jeu. Et ça se base sur un jeu de monde ouvert avec des arts martiaux. Il n'y en a pas des masses. Non, c'est vrai. Et j'allais même dire, justement, en fait, c'est peut-être un des petits trucs. En fait, je pense qu'ils auraient gagné à être un peu plus radical là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux utiliser des armes. Mais le problème, en fait, c'est que tu vois tout de suite que, en fait, très probablement, on leur a dit qu'il faut mettre des armes. Parce que c'est un monde ouvert. Et qu'à un moment donné, en fait, il faut faire des fusillades et des trucs comme ça. Ouais, ou même au niveau gameplay, c'est plaisant. Aussi, voilà, mais sauf que le système de fusillade, je le trouvais beaucoup moins réussi que le système de combat. Du coup, ce qui fait que moi, en fait, je me disais, putain, non, j'ai pas envie d'un flingue, là, en fait, j'ai envie d'aller tabasser les gars, tu vois, etc., etc. Et du coup, par moment, t'es quand même un peu obligé de tirer. Et en fait, si tu veux, bon, ça fait partie du truc où je me disais, c'est dommage qu'en fait, les deux systèmes se complètent pas. Il y avait ce truc d'opposition où je me disais tout de suite, non, je préfère aller tabasser les gars que de tirer. Ce qui n'est pas du tout le cas dans GTA, évidemment, puisque dans GTA, c'est le système de tir qui prime, quoi. Mais c'est le système inverse. Voilà, si je me rappelle qu'il y avait ce truc, je me suis dit, bon, ça aurait été cool d'être radical et de dire, allez, on fait un vrai truc d'arts martiaux, blam bam, et on y va, et puis ça reste en open world et tout, quoi. Ouais. Sleeping Dogs, donc 5e place pour Stéphane, et moi, il est en 3e place. Moi, mon 5e, c'est Double Dragon. Moi, j'ai beaucoup de vieux trucs comme moi, donc voilà, désolé, mais Double Dragon, donc 1987, évidemment, le prof d'arts martiaux, on lui enlève sa fiancée, ça peut pas marcher comme ça. Donc il appelle son frère, qui lui aussi, tiens, ça tombe bien quand même, un spécialiste d'arts martiaux. Et on va mettre des tatanes. Billy Lee et Brandon Lee. Non, pas Brandon Lee, c'est Jimmy Lee. C'était formidable. Génial. Non, mais déjà, c'est tout un poème. Il y a une poésie, ça c'est la poésie. Tu te rappelles de la fin ? Tu dois te taper contre ton propre frère pour avoir la meuf. Ce qui était quand même complètement con. C'est complètement dégueulasse. Enfin bref, c'est bien à l'image. Alors ceci dit, le background, le lore du jeu est beaucoup mieux expliqué en japonais, parce que je parle de lore, parce que bon, il y a pas de, voilà, on t'explique pas là, on parlait de narration environnementale, là on oublie. C'est-à-dire que normalement c'est un jeu post-apo. Donc
on est après ouais, au Japon, c'est Ouais. un jeu post-apo. Donc on arrive, bah ouais, c'est pour ça qu'il y a des gangs et donc Et gangs des punks font un peu surtout. ce que- voilà, les punks et on leur fout sur la gueule et on arrive, on est sur un beat'em all extrêmement plaisant, ça tatane, ça défouraille, ils sont idiots, enfin tout sent les années 80, mais là si vous voulez voir un vrai spirit des années 80, un vrai Ouais. shoot des années 80, moi j'aime bien Stranger Things mais il y en a beaucoup trop et puis je trouve que alors moi j'ai connu les années 80, parfois ils tirent un peu quand même à la ligne sur là vous avez un vrai shot années 80, il y a pas de problème. Ah oui, c'est bah, ça, vraiment voilà. c'est vrai et ça se joue encore, je ouais, trouve que mais ça c'est se bien. joue encore, Mais- c'est un mais vrai jeu d'ailleurs, d'arcade. Ils en que ont tu peux ressorti jouer. un en fait il y a quelques années. En fait, là. il y avait Double Dragon Néon Ouais, Néon, c'est sur, ça. sur X360 à l'époque, qui était Et- très bien d'ailleurs. Non, mais il y a pas un Double Dragon 4 ou un truc comme ça qui est sorti là récemment, un truc comme ça. J'ai pas en tête, pas fait peut-être. attention. Ouais. Mais en fait, il y avait ce truc quand même aussi, c'est Bah, que lâchez dans les commentaires si on a eu Ouais. un trou de mémoire, Il y a- vous pouvez vous venger. Oh, les vieux, là, vous oubliez Double Dragon 12, vous l'avez oublié. Ah ouais, celui-là, je l'ai. Non, mais je crois qu'ils ont fait Double Dragon 3 ou 4, je sais plus en fait. Le 3 était pas terrible. Le 3, c'est une horreur. Le 2, il était super dur. Le Ça, 2, je moi, m'en rappelle. c'est mon préféré. Enfin, je trouve que en fait, c'est la maturation du premier, mais en beaucoup plus difficile, effectivement. Ouais, ouais. Et quand tu parles de lore, en fait, moi enfin bon, j'avais 10 ans quand c'est sorti ces trucs-là, tu vois, le seul lore que tu avais, c'était la boîte. Mais c'est Tu ça. vois, tu Exactement. pouvais faire- Donc en fait, tu vois, les persos, tu leur donnais des noms. Ouais. Donc par exemple, il y avait un gros, là, je l'appelais Magros, tu vois. Ouais, Et donc en fait, si tu veux, voilà, Oh, donc bah, en fait, bravo, c'était. Non, mais bah oui, mais t'as 10 ans, en fait, tu dis, bon, comment il s'appelle celui-là. Tu sais, c'est comme Street Fighter, finalement. Tu sais, moi, j'ai des potes, ils venaient chez moi parce que j'avais l'Amstrad, non, l'Atari, quoi. Ouais. Et en gros. Il me disait on joue au Thaïlandais parce que les mecs ils appelaient ça le Thaïlandais. Tu sais, on appelait même plus ça Street Fighter quoi, tu vois. Je fais ok donc je mettais le Thaïlandais, tu vois, je sortais la disquette. Ah, c'est toute Et une on époque. jouait. Hein. Bah voilà, c'est ça. Donc le lore, si tu veux, on le Ah bah là, crée nous-mêmes. en plus, c'est le lore au Japon. Hein, donc je vous dis ça. Donc, et c'était un vrai. Il y avait Renegade juste avant en fait, et ils ont trouvé en fait avec Double Dragon Renegade, le système. c'est celui qui kidnappe Madonna. Il y en a un où il kidnappe Madonna. Je sais Tu plus, vois. c'est Renegade. Non, c'est Vigilante. Non, Vigilante, il kidnappe Madonna. Parce que Tu sais, Renegade, ça me au dit début, rien. il y a écrit Madonna a été kidnappée. Et c'est une blonde en fait qui se fait balancer dans un camion et tu dois aller sauver Madonna. Non mais ils ont C'est trop génial, joué. quand même. Ils ont trop joué à Donkey Meilleur pitch. Kong. Hein. Ou à Super Mario, à Donkey Kong. Hein. Je pense qu'ils ont pris Énorme. des shots là-dessus. Non, et là, ce qui était bien, c'est que tu pouvais te déplacer en haut et en bas. Hein, parce Ouais. que ça, c'était l'un des premiers jeux qui proposait ça. Et donc, on Ouais, pouvait c'était aller en génial. haut, en bas. Non, c'était vrai. Et ça reste encore, je trouve, Bah, c'est une référence. Ça se joue très bien. Hein. Clairement, c'est une bonne série. Enfin, vraiment, si vous voulez essayer plutôt le 1 et le 2, qui sont des très bons jeux, le 3 est particulier. Ils avaient essayé de rendre plus dynamique et justement de varier un peu plus les personnages, mais il est d'une difficulté aberrante et il a aucun intérêt. Vraiment, mais par contre, le 1 et le 2 sont vraiment des très bons jeux. Double Dragon, ton quatrième de ton top Alors, moi, 5, mon cher quatrième, Pierre. C'était un petit Tekken 3. Parce que Tekken, c'est bien. Tekken, ouais, Tekken, c'est c'est bien. vraiment une chouette série. Ah, c'est bien d'avoir mis. C'est bien qu'on ait mis Tekken, on n'a pas l'air trop con. C'est bien. Ouais. Non, c'est bien. Alors, une série qui, selon les gens qui n'aiment pas vraiment cette série, te résumeront ça par on matraque les boutons et tu gagnes, ce qui est pas faux en soi. Bah, ça dépend Mais- qui tu joues. Voilà, hein. ça dépend quand on Que joue. tu joues, Mais- comment il s'appelle le mec qui fait de la capoeira ouais, Oui, alors, tout le monde. je sais pas comment il s'appelle. Eddie, c'est ça, Eddie. Ah, mais Alain, Eddie, merci. c'est ça. Faut te donner lui un micro. C'est pas possible quoi. Tiens. Et ou Warang, moi j'adorais. Warang, tu mais vois. Warang, c'est le meilleur personnage. Mais voilà, et c'est. En fait, ils ont, pour le coup, quand vraiment on a envie de bien jouer à ce jeu-là, ils ont vraiment des sets de moves qui sont Ouais. très particuliers et qui sont d'ailleurs très durs à maîtriser parce que pour moi, c'est l'école Namco, c'est-à-dire que Namco, ça fait partie des boîtes japonaises qui ont fait beaucoup de jeux de rythme. Et Tekken, c'est littéralement un jeu de rythme. C'est-à-dire que tous les combos sont timés. Et il y a vraiment un coup à prendre en fait pour les réussir. Et c'est surtout un jeu où en fait on a un peu représenté toutes les facettes des arts martiaux. C'est-à-dire qu'on a littéralement Jackie Chan qui s'appelle le Lo. On a Bruce Lee aussi, enfin vraiment son équivalent. On va avoir donc Warang qui va se battre juste avec les pieds. On va Eddie qui fait de la capoeira. Enfin, on a vraiment tout un ensemble de styles de combat. Et jamais, en fait, bon, il y a forcément un côté spectaculaire, il y a forcément un côté où on fait des shops où les gens partent à 3 mètres de haut, mais il y a quand même toujours un respect des codes à la fois, et ça qui est rigolo, à la fois des arts martiaux dont ils sont issus, mais aussi, notamment pour les personnages issus du cinéma, de coups de leur film, en fait, où on retrouve la boxe de l'homme ivre, justement, avec Jackie Chan. Ouais. Et il y a vraiment une vraie volonté de mêler arts martiaux réels et arts martiaux, réels aussi, mais que les gens ont Beaucoup moins connu utilisé. ouais. par le biais du cinéma, ouais. Et à côté de ça, c'est ça reste, c'est vraiment cette approche japonaise à la fois de respect et de craquage complet en termes de casting, parce qu'on va avoir aussi un kangourou qui fait de la boxe, on va avoir le personnage de Gon justement tiré d'un manga, on va avoir donc Mokujin qui est une sorte d'homme de bois qui est en fait normalement un mannequin d'entraînement
mais là aussi tiré justement de films d'arts martiaux, qui là prend vie. Et justement, en fait, à chaque tour, change de style de combat. Enfin, voilà, il y a vraiment ce mélange complètement improbable entre respect et L'imaginaire folie, et ouais. la fantaisie qui arrive à s'inviter. Ceci dit, moi, enfin, je veux dire, les Tekken suivants, je veux bien que ça soit critiqué, mais ceux-là, c'était quand même assez novateur à l'époque. Ah oui, C'était clairement, quand même c'était assez dingue. Hein. c'est partie des premiers jeux de combat 3D fluides et avec une vraie volonté de mimer justement des mouvements réalistes de personnages. Ouais. Ouais. Et ça, Virtua Fighter, effectivement. Ouais, Tekken 7 d'ailleurs, ceci dit, connaît un très très joli succès. Récemment, là, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, ça fait des belles ventes. Je crois que ça a plus de 50 millions de copies vendues pour la saga Tekken tout au long de son histoire. Donc ça commence à être dans le très solide. Ton quatrième? Moi, j'ai mis quoi? Attends, vas-y. Mortal Kombat X. Mais oui, ouais. parce qu'on est Alors- dans un autre truc complètement différent. Ouais, alors c'est là, pas pareil là. Ouais. Non, alors c'est pas du tout changement pareil. d'ambiance. Enfin, Alors, ceci dit, il y a de la fantaisie, de l'imaginaire, mais il y a peu d'autres choses aussi. pourquoi Mortal Kombat X? Est-ce que c'est le meilleur jeu de combat en fait Non. de Mortal Kombat? Je sais Tu pas. vas le je pense savoir pas. dans quelques minutes. Tu vois, Non. voilà, non, mais c'est potentiellement c'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en fait, j'aime Mortal Kombat, mais pour des raisons qui sont presque, alors, extrêmement déviantes déjà. Le jeu est déviant. Oui, non, mais j'allais dire, en fait, si tu c'est veux, pas un jeu normal. Enfin, bon, on en parlera. ce que je veux dire, c'est que la saga, il y aurait tout un podcast à faire autour de Mortal Kombat, je pense. Quoi. Mais c'est-à-dire que la saga, elle existe en fait de façon, pour son côté un peu soi-disant radical, si tu veux, dans les années 90, où par exemple, tu avais un Street Fighter 2, c'était des combats, tu vois, si tu veux, assez classiques. Et là, tu avais de la violence, tu avais du gore, tu avais des éclatages de fatalité, des trucs comme ça, etc. etc. Voilà, bon, maintenant, quand tu regardes ces jeux-là, tu vas en parler mieux que moi tout à l'heure, mais moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu désuet, en fait, sur la violence, en fait, si tu veux. Mais, en fait, avec Mortal... Ah, tu sais, il est pas d'accord. Ah non, si, c'est vrai. Non, mais on en reparlera. Et en fait, ce que j'aime bien avec les nouvelles versions, en fait, de NetherRealm, en fait, c'est que, en gros, ils poussent la violence beaucoup plus loin. Et alors, il y a aussi ce truc, en fait, dans Mortal Kombat X, qui est que... ce que j'ai toujours trouvé, en fait, c'est-à-dire que, pour des gens comme nous, la mythologie en fait de Mortal Kombat, et Pierre il en parlait là justement en fait, si tu veux, d'aller chercher des Jackie Chan en fait, si tu veux, dans Tekken, des machins, là en fait Mortal Kombat c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait c'est littéralement la mythologie VHS, c'est-à-dire en gros c'est quoi, t'as Van Damme Johnny Cage, tu vois, t'as comment dire, je sais pas, t'as Kano, c'est le Terminator, si tu veux. T'as, comment elle s'appelle, Sonya Blade, c'est Cynthia Rothrock ou Sarah Connor, tu vois. Ça dépend vraiment. Et en fait, tu te dis, ok, d'accord, en fait, là, en gros, c'est le vidéoclub, quoi. Genre, votre mythologie, c'est pas les bouquins, c'est pas les machins, c'est littéralement le vidéoclub, quoi. Et du coup, bah, forcément, c'est un petit peu. Tu te retrouves dans un espèce de système où comment est-ce que tu recrées ça aujourd'hui, si tu veux, dans les années 2000-2010, si tu veux, parce que ça a longtemps été ringard, en fait, c'est-à-dire Mortal Kombat dans les années 2000. Clairement, en fait, ils savaient pas quoi faire avec ces trucs-là. Et le reboot déjà de 2011 en fait, où les mecs se disaient bon, ok, vous savez quoi, c'est Mortal Kombat, on sait con à manger du foin, il n'y a pas de problème, on va faire un jeu con à manger du foin, on va raconter la story, etc. etc. En gros, ils prennent l'histoire de Mortal Kombat 1 et 2, en fait, les films, si tu veux, que moi j'aime beaucoup, hein, mais qui sont, comment dire, discutables. Ouais, discutables, la qualité est discutable. Effectivement. Le premier, je pourrais le le défendre, moins. le 2, je pourrais encore plus le défendre, mais parce que c'est vraiment un nanar, tu vois, qui est assez formidable, quoi, nanar premium de luxe et tout. Mais le truc, si tu veux, c'est que, bon, jusque-là, cette approche a été fun. Il y avait une vraie générosité, on va dire, si tu veux, dans ce Mortal Kombat-là, etc. complètement, Que ça, dans ce reboot, tu vois. Il y avait ce truc avec les towers que tu devais grimper, qui était plutôt cool, parce que ça te puis une renvoyait forcément au jeu de la mort. Je trouve qu'il y avait une autodérision qui était chouette. Enfin, c'était vraiment agréable de les retrouver tous aussi cons les uns que les autres. Voilà. C'était bien. Mais bien jusque-là, préservé. c'était on reboot. Ouais. Et Mortal Kombat X, qui est le 10e, hein, techniquement, quoi, bah, il y avait l'idée de dire, OK, maintenant, on est un peu emmerdé, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait continuer la même chose? Est-ce qu'on répète, en fait, globalement, une fois qu'on a rebooté ça, qu'on a une espèce de méta-conscience de ce qu'est Mortal Kombat, est-ce qu'on répète ça? Ou est-ce qu'on essaye de créer quelque chose autour de cette mythologie qui, mine de rien, dure quand même depuis, à l'époque, donc 20 ans, tu vois? Un peu plus de 20 ans. 23 ans, quoi. Et ce qui m'a vraiment surpris avec Mortal Kombat X, et notamment dans la storyline et tout, c'est qu'au-delà de, bon, bah... Johnny Cage, il a fait une fille avec machin, ça se passe 20 ans après, super, elle a les mêmes pouvoirs, blablabla, etc. Et puis ils ont créé tout un roster de persos, tu vois. C'est que, en fait, il y a une façon d'essayer de traiter ça avec un sérieux et une déférence qui, en fait, fonctionne. C'est-à-dire, à ma grande surprise,
tu peux te retrouver en fait avec, par exemple, tout bêtement, des personnages comme, tu vois, Sub-Zero et Scorpion qui sont, très honnêtement, on parlait de l'or tout à l'heure, bon bah voilà, hein, tu vois, je veux dire, ça pisse pas très loin, quoi, tu vois, c'est les ninjas de la canon, hein, tu vois, en gros, quoi, il y en a un, il envoie de la glace et l'autre, il envoie du venin, quoi. Sauf que là, bah, en fait, ils t'en font deux frères ennemis dans l'histoire, tu vois, avec des espèces d'accents. Alors, toute proportion gardée, hein, tu vois, ok, on n'est pas chez Kurosawa, quoi, mais avec des espèces d'accents de trucs de samouraï, de films de samouraï, si tu veux, des années 60-70, si tu veux, qui, moi, m'ont vraiment surpris et qui donnent une espèce de profondeur. Alors, c'est dans la storyline, hein, c'est vraiment, voilà, je parle pas du jeu, du gameplay à proprement parler, quoi, qui était vraiment, comment dire, moi, je trouve assez touchante, avec un vrai regard. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est foutu de la gueule de la saga, de la franchise, tout ça, etc., avec un vrai regard, en fait, si tu veux, on se dit, mais on peut, vous savez, on peut. C'est la démonstration qu'on peut prendre quelque chose d'aussi désuet, d'aussi voilà, et d'essayer de le traiter avec sincérité, profondeur. Le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, si tu veux, quelque chose où on essaye de toucher une certaine corde émotionnelle, tu vois, et on peut y arriver. Et ça m'a vraiment surpris. Ça, c'est le premier truc qui m'a surpris avec Mortal Kombat X. Et puis alors, quand t'enlèves justement la déconne pure et dure, il y en a hein, dans le jeu, qu'on soit clair, hein, d'un seul coup, la violence, elle devient des fois assez, comment dire, hardcore, quoi. Il y a, comment dire... C'est assez cringe. Ça, ouais. Il y a la mort. Bon, c'est jamais vraiment... C'est un peu comme dans Star Wars ou dans Marvel. Hein, les persos, ils meurent pas vraiment. Mais tu as la mort de Milena, qui est un des persos, en fait, qui, dans une cinématique, qui est extrêmement crade. Où elle se fait bouffer par des cafards ou des... Je sais plus ce que c'est, des comment dire... des mythes, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Elle se fait défoncer comme ça. Et la version est tellement crade que, en fait, en essayant de revoir la scène sur YouTube, j'ai pas réussi à trouver. Elle est censurée. Non. C'est quand même ouf, quoi. Tu vois, il y a ce truc. Je me rappelle, je m'étais dit putain, mais c'est dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Et franchement, il y a tout ce truc. Alors bon, moi, comme je suis, alors il faut comment dire, c'est l'heure des faut le dire, quoi, tu vois, c'est l'heure des déclarations, d'avouer que je suis une bille, hein, je sais pas jouer, moi, à ces jeux-là, je suis vraiment nul, en fait, aux jeux de combat, en général. Je le vois parce qu'en fait, si tu veux, jusque-là, bon, je peux taper sur ma sœur ou je peux taper sur mon frangin, tu vois, il n'y a pas de problème, je peux gagner éventuellement des combats, mais le truc, si tu veux, c'est que quand je me mets à jouer avec des vrais joueurs, alors là, les mecs, ils me disent, mais qu'est-ce que tu branles là, tu vois, t'es en train de faire n'importe quoi. Effectivement, si je fais n'importe quoi, si tu veux, pour essayer de, tu sais, je ne trompe personne, tu vois. Et donc, du coup, malheureusement, j'arrive pas à caser les putains de fatalités qui sont quand même putain de chiantes à caser. Ça prend depuis le début. Hein, ça, voilà. J'ai jamais réussi à balancer ces putains de combos. C'est une fatalité, c'est un super bonus, hein, ça s'acquiert. Mais du coup, je me fais éclater en fatalité pour pouvoir les voir et elles sont putain de super crades. Quoi, tu vois, il y a des trucs où les mecs, en fait, t'as envie de dire, mais comment. Je pense qu'il y a des cellules de psychologie, en fait, si tu veux, quand ils sont en train de développer ces trucs-là, c'est pas possible. Mais c'est carrément, ils aiment le gore, de toute façon. C'est l'essence de la série. Mais ça, c'est vraiment leur money shot, hein, ils l'ont vendu comme ça depuis le début. Splatter, quoi. C'est vraiment. C'est que les fatalités sont bien dégueu. Ouais, sont bien dégueu. Donc voilà. Et puis le reboot, même le reboot, il est. Mais il y a plus d'humour. C'est-à-dire, il y a de l'humour aussi là-dedans, mais je trouve qu'il y a plus d'humour de manière générale sur le truc, ce qui fait que, en fait, sur. Bien dégueulasse quand tu la lances, tu fais ah ouais, quand même, vous êtes allé jusque-là. Disons qu'il y a un perso qui est couleur, je me rappelle plus de son nom, mais c'est un espèce de pistolero qui est un peu inspiré de Clint Eastwood et tout, là, qui est sympa, quoi. Et tu te dis, normalement, ça devrait pas fonctionner dans un truc comme ça, on n'est plus dans les arts martiaux, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais en fait, il est plutôt pas mal. Il est plutôt senior. Donc, franchement, voilà. Mais, et tu vois, très honnêtement, il est bien foutu, hein, Mortal Kombat 11. Oui. Mais je préfère. Tu vois, il y a les 60 FPS, il y a tout ça, il y a 4K, blablabla, c'est super. Hein. Mais je trouvais que Mortal Kombat X était quand même plus efficace au moment où il est sorti. Quoi. Ok, numéro 4 donc pour Stéphane Moïsakis de son top 5 des jeux d'arts martiaux. Pour moi, le quatrième, c'est Karateka. On retourne encore en arrière, plus vieux que Double Dragon. Donc 84, pas très loin d'un Kung Fu Master, je crois, me semble-t-il, de mémoire. Donc Karateka, c'est un jeu de l'américain Jordan Mechner ou Mechner, ça dépend des prononciations. Donc Jordan Mechner qui vit à Montpellier aujourd'hui, donc est un concepteur. Là, il sortait de l'université américaine de Yale. Et puis il voulait quand même faire des jeux, donc poussé par papa, il a fait un hommage. Alors il n'a pas fait un jeu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs souvent, il n'a pas fait un jeu d'arts martiaux, il a fait un jeu où
où on combat. Donc il y a quand même une histoire. Bon, l'histoire, c'est quand même qu'il fallait sauver une princesse, etc. Et donc on arrive en bas des donjons et il va falloir battre les uns après les autres les différents karatékas qui vont se présenter devant soi. Alors karatéka, il est tout en blanc, hein, donc c'est plutôt un karatéka orthodoxe. Hein. Il est quand même dans les ordres. Hein. Il a les bons habits qui vont bien. Là, on n'est pas dans Sleeping Dogs, habillé n'importe comment. Et surtout, il y a une obsession chez Jordan Mechner qui sera intéressante, qui va se profiler, notamment jusqu'à Prince of Persia, c'est l'obsession du mouvement. Donc il cherchera toujours, et ça, moi je trouve que c'est très important. Toi, tu disais parade, contre, c'est vrai. Et c'est le mouvement. Alors, quelque part, on pourrait rajouter les jeux From Software, entre guillemets, dans cette obsession de rendre les movesets extrêmement réaliste, en tout cas très agréable, fluide, d'une rare fluidité. Et lui, il cherchait ça. Alors, je dis pas que ils ont le karatéka a une grande fluidité, mais pour l'époque, il en avait une. Moi, je l'ai rincé sur Commodore 64. Fou, hein. C'est complètement fou. C'est-à-dire vraiment une obsession. Il a été voir des combattants d'arts martiaux. Il les a pris en rotoscopie. C'est un système de capture de mouvement de l'époque pour pouvoir rendre le réel, c'est-à-dire les coups, comment ils étaient donnés, etc. Coups de poing, etc. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Et je trouve que ça reste une masterclass qui, évidemment, alors, pour le coup, n'est pas jouable. C'est pas Mortal Kombat X aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, on va dire, une curiosité de l'histoire des jeux vidéo. Mais ça reste quand même, pour moi, un souvenir de Commodore 64 où tu mettais les jeux avec la cassette, il fallait 30 minutes pour installer ce foutu jeu. La cassette, vous savez pas ce que c'est, mais c'est une bande qui passe, il faut attendre 30 minutes parce que le jeu était très léger, mais 30 minutes, et avec une fois sur deux, ça plante à la fin, vous êtes sûr, donc vous n'avez pas le jeu. Hein, donc, voilà, ou alors il fallait retourner la cassette. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une toute autre époque. Et là, pour le coup, on voyait quand il y avait un jeu qui était différent et qui envoyait un gameplay, une sensation différente, on le voyait tout de suite, en tout cas assez vite. Et Karateka fait partie de ces joyaux, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 5, et donc il est en 4e. Moi, j'avais mis dans les mentions, je crois que j'avais mis Kung Fu Master pour en parler un peu, mais c'est vrai que dans la logique, il y a un truc qui est quand même assez dingue, c'est que c'est des jeux qui ont créé, en fait, c'est pareil, c'est ce qu'on disait sur Trek to Yomi la dernière fois, c'est-à-dire que c'est des jeux en fait qui viennent en fait d'une influence de cinéma, qui prennent un truc en fait du cinéma et qui disent ok, en fait, si tu veux, bon, t'as le jeu de la mort, par exemple, de Bruce Lee. Oui, c'est le jeu de la mort. Hein, et voilà, en fait, si tu veux, tu te retrouves avec ce truc-là. Et ce qui est assez ouf, c'est que Kung Fu Master, le jeu, il est assez vénère, quoi. Tu vas en reparler de Kung Fu Master, je te le dis, je te le dis tout de suite. On va passer au top 3 maintenant. Gros suspense, Pierre, qu'est-ce que tu as choisi? Des femmes en soutien-gorge ou quelque chose de alors, plus... même pas. Alors, ça aurait pu, mais non. Je crois pas qu'il est dans le jeu, il faudrait vérifier. Mais faut pas se planter maintenant. C'est Tenchu. Alors bon, pour le coup, on va dans le ninja. Ouais, c'est ça là-haut. Ouais, t'as un peu trichoté. En fait, j'ai pas le droit de mettre Shinobi, et alors toi, t'as le droit de mettre. Non, parce que je suis dans le ninja réaliste. Je suis dans le ninja réaliste. C'est que Tenchu, ça. Alors pourquoi dans l'art martial plus peut-être d'ailleurs? Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a pas mal de jeux donc avec des entre guillemets ninja qui sont un peu l'image justement que se fait le. Tenchu, on va dire, c'est pour bien expliquer, c'est l'ancêtre de Sekiro, hein, en gros. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a une. Et globalement, en plus, il y a une vraie filiation, sachant que des gens qui ont bossé sur Tenchu ont bossé aussi sur Sekiro. Et d'ailleurs, c'est une licence qui a été reprise à un moment donné par From Software justement. Et donc oui, donc en fait, Tenchu, donc pour aller vite, c'est vraiment un jeu de ninja vraiment pur, c'est-à-dire qu'on joue alors dans le je sais plus, mais dans le 2, on avait le choix donc, entre un homme et une femme. Je crois que dans le 2, il n'y a que le personnage principal. Donc, il s'appelle Rikimaru, qui est donc un ninja envoyé par son seigneur faire diverses missions en fait, dans un Japon médiéval. Et donc, c'est un jeu qui est 100% infiltration. C'est-à-dire que on peut se retrouver face à un ennemi et essayer de s'en sortir avec son sabre, mais clairement, c'est peine perdue. On se fait assez vite dépasser. Et en fait, je l'ai mis parce que pour moi, c'est vraiment l'espèce de quintessence de l'art martial de ninjutsu en fait, qui est souvent en fait, on a souvent l'image du ninja dans le jeu vidéo, mais qui est justement un ninja en plein jour en fait. Vraiment littéralement, juste le ninja, c'est un personnage avec vaguement une cagoule qui lance des shurikens. Et c'est pas ça du tout en fait. Le vrai ninja, enfin Attention ce que tu dis. Le ninja classique. te regarde avec un air assez méchant. Il y a le quand faux même, ninja. Disons qu'il y a le ninja fantasmé, mais qui marche aussi, qui est très bien. Alors, le Scorpion et Sub-Zero, c'est des vrais ninjas ou c'est des faux ninjas? Est-ce qu'à l'époque, il y a des ninjas qui crachaient de la glace? Je sais pas. Et on fait la distinction entre le vrai ninja et il y a le bon ninja et le mauvais ninja. Alors, le bon ninja. Et donc, il y a vraiment ce côté de donner l'expérience du ninja dans le sens ombre qui va juste flirter sur un niveau, essayer de jamais se faire voir, essayer justement d'accomplir sa mission, mais justement sans jamais mouiller entre guillemets son seigneur.
on sait vraiment l'envoyé qui va être là pour justement soit brouiller les pistes, soit éliminer des cibles spécifiques qui vont servir à sa maison, entre guillemets. Et je trouvais hyper intéressant pour ça parce que c'était un des premiers jeux qui servait du ninja de cette manière-là, en fait, justement, qui n'était pas dans la représentation fantasmée de ce qu'il est, mais vraiment dans l'utilité de son art, en fait. Et c'est un jeu qui est fascinant pour ça, c'est-à-dire qu'on a tout un panel d'ustensiles qui correspondent justement à l'art martial d'origine, et où en fait on va bon, ça reste un jeu vidéo, donc il y a des petites entorses, mais il y a vraiment ce côté, c'est un jeu qui permet de jouer un ninja littéralement. Enfin, j'ai jamais joué à aucun autre jeu à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. En fait, il y a beaucoup de jeux d'infiltration depuis. Mais vraiment, un jeu qui proposait de jouer avec la vision japonaise de ce qu'est Ninja et pas justement la vision américaine, où bah, justement on parlait des ninjas de la canon, où c'est littéralement ça. Où là, on était intégré dans cette logique-là, et c'est surtout c'était une logique intégrée dans le gameplay. C'est-à-dire que le gameplay découlait du ninjutsu en lui-même, en fait. Et pour ça, je trouve que c'était un des rares jeux réalistes à l'époque, et un des rares jeux qui demandait une vraie application, un vrai sens de l'observation. Et il fallait vraiment limite planifier ses assassinats, planifier ses routes dans les niveaux. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je vois vraiment l'art martial, c'est justement utiliser de manière optimale une connaissance d'un art particulier. C'est pour ça que je trouvais que ça s'intégrait bien dans la liste. Très bien, très bien. C'est une bonne explication de pourquoi le faire rentrer, effectivement, pour son côté très réaliste. C'est vrai que le jeu, tu oublies de le dire, c'était quand même assez dur, quoi. Hein. Oui, c'est très dur oui, à l'époque. C'était quand même, le niveau de difficulté était quand même assez intense. On se battait aussi contre des ours, qui est moins réaliste, mais voilà, c'était. On parle pas de l'ennemi, mais de comment jouer. C'est difficile et que tu te bats contre un ours et qu'il te bolosse, c'est réaliste. Là, c'est réaliste. Là, c'est réaliste, il t'a bien bolossé. Ninja ou pas ninja. Tenchu, donc, numéro 3 pour Pierre, ton numéro 3, Stéphane. Sur le Calibur 2, alors on reste dans le jeu de combat. Alors, t'es nul en jeu de combat et tu. Ouais, mais j'aime bien appuyer sur tous les boutons. Ah oui, pardon. Ça fait partie du plaisir. C'est la même école que Tekken. Hein, après, le truc, si tu veux, c'est que Soul Calibur, alors je sais pas si je dirais que j'étais plus technique, on va dire, sur Soul Calibur, quoi. Mais en fait, il y a. En tout cas, moi, je le voyais comme ça à l'époque, quand c'est sorti le premier Soulka et puis surtout le deuxième, en fait, que moi, vraiment. Disons que je parle de Soul Calibur de manière générale, ça s'est un peu perdu maintenant, hein, je trouve. Le 5, le 6, je les trouve pas super intéressants, quoi. Mais je sais que, en fait, à l'époque, sur la Dreamcast, en fait, j'ai passé des nuits entières avec des potes à jouer au premier Soul Calibur, et quand le 2 est arrivé sur PS2, franchement, pour moi, c'était la Rolls des jeux de combat, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un truc bon, moi, je vais pas me faire que des potes là, mais il y a ce que j'appelle peut-être un petit côté ringard, ce que j'appellerais la beaufrie japonaise, en fait, si tu veux, c'est-à-dire le côté un peu attention, il faut du cossu, il faut du luxe, il faut faut de la grande musique, si tu veux, symphonique et tout ça, etc., alors que ça reste, tu vois, comment dire, certains persos, tu vois, un peu bizarre, quoi, tu vois. C'est très poussé, en fait, vous me pardonnerez le terme, hein, quand je parle de beaufrie japonaise, mais tu vois, c'est très poussé, en fait, ce truc. Parce Ils en ont aussi, hein, c'est pas. Enfin, je veux dire, bon, mais c'est pour ça que je dis ça, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Je sais qu'il y a un grand trip otaku, en fait, si tu veux, qui fait que en fait, ces règles sont totalement intégrées, en fait, même par les comment dire, les occidentaux, en disant bon, bah, c'est japonais, donc c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut quand même reconnaître des fois qu'ils poussent un peu le truc un peu loin, quoi. Et du coup, tu vois, les Devil May Cry, les trucs comme ça, des fois, je trouvais que ça allait un petit peu loin dans ce genre d'imagerie rococo. On a parlé Dead or Alive. Bon, voilà. Et là, ce que j'adore, c'est t'as des grandes colonnes grecques, t'as des trucs et tout. C'est du marbre partout, si tu veux. T'as des mecs, tu vois, c'est des mecs avec des armures en fait super luisantes et tout. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais par contre, en fait, en termes de ressenti de combat, moi, je trouvais ça. Enfin, je veux dire, que ce soit, même si c'est des excellents jeux, hein, les Street Fighter 2, tous les jeux qu'on a cités jusque-là, hein, c'est des excellents jeux. Là, je me disais, putain, il y a une dynamisme, il y a un truc de coup, et puis surtout il y avait, je trouvais, en fait, on poussait encore plus loin, on a atteint un cran supplémentaire, en fait, dans la différenciation des combattants. C'est-à-dire que vraiment, tu avais, alors, en termes de cohérence, en fait, d'univers, je pense que, bon, moi, je le cherche même plus, si tu veux, en fait, on est dans un jeu vidéo, quoi, mais disons qu'entre
une nana qui vient de la mythologie grecque, tu vois, qui est Sophia, par exemple, si tu veux. Kilik, en fait, si tu veux, qui a un bâton, si tu veux, comme ça, en fait, où c'est clairement un combattant chinois, tu vois. Maxi avec son comment t'appelles ça, qui a une coupe à la Elvis. Avec qui a un nunchaku, et qui a un nunchaku absolument incroyable. Si tu veux, tu te retrouvais avec un espèce de truc où tu te dis, ok, on est partout là, tu vois, on est partout, on est nulle part. T'as une espèce d'épée avec un œil dedans, la Lovecraft et tout. Enfin, l'univers, il est complètement fou en fait, si tu veux, il est complètement bariolé, baroque. Vénère et tout quoi, mais puis t'avais comment il s'appelait ce combattant énorme avec son épée justement là, celui qui T'avais Siegfried qui était incroyable, tu vois. Non mais voilà, en fait tu partais, t'étais partout, t'étais dans toute la planète quoi. Tu vois, je veux dire, tu vas dans toutes les mythologies, tous les machins, et en fait si tu veux, le tout était pas forcément automatiquement cohérent, mais par contre ce qui était absolument génial, c'était la prise en main de ces combattants là. Je veux dire, tu joues pas du tout. Enfin, les gens me diront c'est le cas avec tu vois avec Street Fighter aussi, mais tu vois par exemple moi une distinction entre Ken et comment il s'appelle, Ryu, elle est pas flagrante en fait pour moi, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être fait exprès, hein, mais tu vois, je veux dire, c'est pas automatiquement, voilà, moi je vois plus facilement en fait la distinction avec une Chun-Li par exemple, mais là, en fait, j'avais l'impression que chaque combattant était vraiment différent et tu pouvais vraiment choisir ton préféré. Bon, moi, j'allais entre Maxime, entre Kilik, tu vois. Et enfin, Maxi, pardon, j'ai Maxime. C'est le mec, Francis, le gars, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce qui était absolument génial, c'était voilà, cette espèce de fluide. Je crois que c'est du 60 FPS, si je dis pas. Ouais, déjà à l'époque, hein, tu vois. Enfin voilà, c'était assez fou, quoi. Et une espèce de fluidité. Certains en rêvent aujourd'hui encore, tu sais. Ouais, mais je crois que même les jeux récents le font, mais je trouve qu'en fait, ils ont perdu un truc de, comment dire. Tu vois, il y avait Soul Calibur 3 qui était cool. Il y avait un petit élément en fait de stratégie RPG, je crois, entre les trucs. Ils ont mis justement des modes histoire. Et ouais, voilà, c'est ça qui était un peu rigolo, mais qui était fondamentalement, en fait, tu avais juste envie de taper sur les gens, quoi, tu vois. Donc en fait, il y avait ce truc en fait que je trouvais absolument, grisant, et surtout, ce qui est normalement le passage de tout un bon jeu de combat, en fait, c'est-à-dire, tu arrives, tu peux jouer une partie, tu sais quoi, j'ai 15 minutes, je vais jouer à une partie, il faut que j'aille bosser, tu vois. Et en fait, tu peux plus t'arrêter. Parce qu'en fait, tu reprends tout de suite. Putain, il m'a foutu hors du ring, ce fils de pute là. Attends, je vais le. Tu vois, et en fait, si tu veux, tu avais tous ces trucs là en fait qui étaient vraiment, comment dire, vraiment super kiffants. Alors, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est dans celui-là qu'ils ont intégré ça. Des combattants américains, je crois. Enfin, il y a Spawn. Ah oui, c'était suivant les consoles. En fait, t'avais un par console. Ouais, t'avais sur PS2, c'était Ehashi justement de Tekken. Ouais, c'est ça. Donc sur Xbox, c'était Spawn, et sur GameCube, c'était Link. Ouais, c'est ça. Et bon, c'était pas terrible, ça. C'était vraiment. En fait, moi, j'avais joué un peu avec Spawn et avec Heihachi. Après, tu le connais, c'est un perso qui existe, mais je veux dire, c'est Spawn, il était tout pourri, ouais, tu vois. Je veux dire, d'ailleurs, ils en avaient fait un je crois, c'est dans le 3 qu'ils ont intégré ce personnage-là. Qui est mortel en fait, si tu veux, même s'il a un nom vraiment à coucher dehors. C'était Zaza Lamel, je sais pas quoi, tu sais, moi je vois Zaza Gabor ou un truc comme ça, et là tu vois un grand black arriver comme ça avec une faux, il était incroyable et tout, et le mec s'appelle Zaza Lamel, quoi, tu vois, donc en fait c'est voilà quoi, mais franchement voilà, c'est le 2 et le 3 vraiment. Pour moi, c'est bon, mais le 1 aussi, il faut pas déconner. Hein, mais c'est vraiment les pinacles du jeu de combat, en fait, si tu veux, dynamique, vénère, ou même si c'était pas ultra graphique comme un Mortal Kombat, ultra gore et tout ça, etc., tu sentais les coups, tu sentais les trucs, quoi. Et en fait, ça pouvait aller très très vite. Je me rappelle que, tu vois, enfin, colis, que tu balançais un truc, tac, 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 le mec il sortait dehors. Ton comment t'appelles ça, ton colis, je l'ai appelé colis. C'est qui parce que, en fait, ça c'est vrai, c'est un de ces trucs. Bon, tu vois, moi je suis un peu un con, hein, tu vois. Je veux dire, quand je joue au jeu, Kilik. Tu vois, en fait, je l'appelais Colique forcément, tu vois, comme Maxi, je l'appelais Maxime, tu vois. C'est ce qu'en fait, ça me faisait marrer, tu vois. Donc voilà, donc en fait, c'est sorti tout seul là. D'un coup, et ça fait marrer Alain. Du coup, je viens de me rendre compte que je l'ai fait sans même me rendre compte, quoi. Bref, tu vois. Donc, c'est leur petit nom. Donc Kilik, tu vois, quand tu prenais Kilik et que tu mettais un coup, le mec il partait vite dehors. Et la revanche, tu la veux tout de suite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait tout un truc comme ça de système d'énergie pure, si tu veux. Que tu retrouves finalement, en fait, ce qui est pour moi l'apanage des meilleurs jeux vidéo, et que tu retrouves finalement, quel que soit le genre, tu vois, dans très peu de jeux, en fait, où on parlait la dernière fois de Hotline Miami, il y a cette logique-là, en fait, cette énergie, en fait, si tu veux, de je lâche pas la manette. Je veux vraiment, en fait, repartir au truc, quoi. T'avais un truc super intéressant, c'était un des premiers jeux à l'arme blanche, t'avais vraiment de la vraie esquive. Ouais. En fait, l'esquive, le fait de se mettre de côté, c'était une vraie. Tu crées des ouvertures, en fait, ce qui n'était pas forcément souvent le cas. Et c'était quoi le bouton d'esquive? C'était juste en décalant, en fait. En décalant, c'est pour ça que t'es mort. avec la 3D. Toi, tu l'as jamais trouvé ce bouton, je crois. C'est parce que j'allais dire l'esquive.
Les C'est pour skiffs, ça que c'est pour tu les t'en rappelles pas. moguettes. Parce qu'en fait, tu le rappelles pas parce que tu le Mais connaissais moi, j'ai pas. jamais eu des. C'est peut-être Allez. pour ça que je joue mal en fait. Parce que j'esquive jamais. Soul Calibur 2, donc numéro 3 du top 5 de Stéphane Moïsakis des jeux d'arts martiaux. Ça donne envie. Ça se joue encore d'ailleurs, ça Soul Calibur 2, on peut y retourner. oui, ça D'accord, joue ok. Alors on va y retourner. Mon numéro 3, c'était donc Sleeping Dogs pour les bonnes raisons que j'ai citées, et notamment un jeu inattendu, moi, qui m'a volé des dizaines d'heures de jeu et de tatane. Ah, bah, je l'ai platiné aussi. Hein. Ton numéro 2, Pierre? Alors, mon numéro 2, alors, c'est un jeu qui va être. Je ne connaissais pas. Alors, il y a une bonne raison, c'est qu'il n'est pas sorti en Europe. Donc, D'accord, c'est pour ça. c'est pour ça, ouais. D'accord. Ah, ouais. il se la pète. Alors, Attention. monsieur, j'ai joué au J'ai Japon. vendu un rein. Alors, comment pour ça avoir s'appelle cette Comment ça s'appelle exclusivité, Alors, c'est Last Obi-Wan à l'époque. Quasiment. Ça s'appelle Last Ranker. En fait, c'est un jeu de Capcom qui est en fait une sorte de mélange. Alors, c'était l'époque où ils étaient encore hyper inventifs et où c'est un mélange entre du RPG et du jeu de baston. C'est un jeu qui est donc jamais sorti en Europe, qui a été traduit. Donc, en fait, si vous voulez jouer maintenant, ça a été traduit. On peut trouver justement un patch. Et le jeu d'origine, c'est un jeu PSP en plus, donc c'est vraiment pour le coup de niche. Donc qui joue maintenant. Alors encore une fois, si vous avez le jeu original, vous pouvez le télécharger. Si vous l'avez pas, bon voilà, achetez-le. Même s'il est difficilement trouvable maintenant, je pense. Mais et donc l'idée c'est, on a un personnage dans une société un peu autocratique où en fait les gens sont classés en fonction de leurs compétences de combat. C'est-à-dire que quand on a, alors, je sais pas exactement comment se passe le classement, mais on a un chiffre, et plus le chiffre est bas, et plus en fait on est bas dans les classes sociales en fait. Et donc le personnage qu'on joue, c'est un personnage qui commence dans une tribu qui est hors de la grande ville du jeu, et qui se dit en fait, moi mon but dans la vie c'est de renverser un peu cet ordre établi, et de monter justement dans les hautes sphères, et de faire tomber ces gens-là pour une sorte d'égalité. Donc forcément le cerveau va aller beaucoup plus loin après. Mais donc toute l'idée c'est c'est un jeu de duel en fait. C'est un jeu où on va croiser juste plein de monde dans ces villes-là et dans les alentours. On va devoir tous les défier pour chaque fois gagner en rang en fait. Et je l'ai mis dedans parce que ça m'a vraiment rappelé tous ces films où en fait on a une armée de lieutenants avant d'arriver justement au maître du château ou au maître de la ville. Et il y a vraiment cette dynamique-là de combat avec n'importe qui, n'importe où. Et où en fait tout le monde vit selon ces codes d'arts martiaux là en fait. Et le gameplay est hyper intéressant parce que c'est tout un système de sacrifice, de points d'action en fonction de certains coups et du ratio. Est-ce que je tape plus ou moins d'affilée ce personnage-là, sachant qu'il va faire un contre. Donc c'est vraiment le côté RPG, de planifier ses attaques et de planifier ses coups. Et en fait, plus ça va aller et plus on va être dans des duels complètement spectaculaires et gigantesques. Et il y a quand même cette espèce d'appel au plaisir du combat, de voir chaque personne dans la rue se dire, ah, est-ce que lui, il est au-dessus de moi, est-ce que je peux le battre? Et vraiment ce challenge constant en fait, je trouve que c'est vraiment dans cette logique de monter en grade, de monter en dan, enfin voilà. Et c'est un jeu que je trouve assez brillant là-dessus, et que je conseille vraiment parce que c'est un feeling que j'ai jamais vu dans aucun autre jeu depuis. Et il y a vraiment cette fierté de voir afficher son rang, même si voilà, c'est pas un jeu multi, on est vraiment seul face à l'histoire, mais on comprend la logique du héros et on comprend le plaisir qu'il y a en fait à battre d'autres personnages sur un même art martial que nous, parce qu'on le maîtrise plus en fait. Last Ranker, le jeu que vous ne jouerez pas parce qu'il n'est pas disponible. T'as dit date de quand? Il date, alors c'est époque PSP, donc je dirais, alors j'ai plus en tête la date exactement, mais c'est début 2000, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. PSP c'est 2005. Alors. Ouais, 2005, peut-être 2007, 2008, un truc comme ça. Ouais. Début 2000. C'est dommage, ça donne envie ton histoire. Là. Et, non seulement c'est sur PSP, alors là tu nous ajoutes des obstacles. Là, effectivement, on est dans Dark Souls. Là. Bon, on va le trouver, ce jeu, on va le trouver. On va Ça se trouve. Ah, ça se trouve. Donc, parce qu'il est quand même numéro 2, tu l'as pas placé numéro 2 pour rien. Ton numéro 2, Stéphane. Alors, tu m'as rappelé que j'avais Kung Fu ouais, Master. Oui, Kung Fu Master. Après, même date, 84. donc, pour une bonne raison. Hein, même date que moi, j'aurais dit Karateka. 85, tu vois. Ouais. Oui, bon, quelques mois après. Ça va, on n'est pas là. La technologie a évolué, tu vois, entre 84 et 85, quoi. Super machine d'arcade, tu vois. Mais vraiment, en fait, un truc, tu vois. T'as craché de la pièce? Ah putain. Ouais. Mais moi, tu sais, en plus, alors, il faut savoir un truc, c'est que, tu vois, bon, c'est peut-être un petit peu d'histoire, en fait. Donc, on est né dans les années 70, nous. Hein, c'est ça. Tu vois. Et quand on était gamin, en fait, toutes ces machines d'arcade, c'était surtout dans les cafés.
dans les bistrots. Je sais Ouais, pas si c'était ouais, comme c'est ça ça, dans ouais, ton pareil, quartier, tu vois. Et en fait, en gros, t'as pas le droit de rentrer dans les bistrots, donc t'as pas le droit de jouer techniquement, en fait, si tu veux, quand t'as une dizaine Sauf les d'années. parents, quand ils tu mangent vois, là, sauf ouais, quand tes parents t'emmènent, tu vois. ouais. Moi, j'avais la chance, en fait, de ma mère, elle est chypriote. Et à Chypre, ils se posent pas ces questions-là, ils s'en foutent. Donc en fait, tu peux rentrer n'importe où en fait Attends, pour aller jouer j'appelle dans la des salles police d'arcade, tu vois. immédiatement. Voilà. Et en fait, du coup, en fait, quand j'étais gamin, je pouvais jouer à tous ces jeux-là sans, comment dire, être inquiété par, tu vois, le mec derrière son bar là, qui te gueule dessus parce que t'es pas censé être là, mais qui te laisse quand même être là parce que t'as mis la petite pièce. Et tu La l'engueules, petite tu dis, mais pièce. j'ai encore 3 crédits alors que tu pipotais et que tu remettais une pièce vite fait en loose day, quoi. Et les flics, en fait, qui rentrent des fois et qui te disaient, bon, allez, mon gars, tu sors, il y a école. Donc, le truc, si tu veux, c'est que donc, ces jeux-là, oui, effectivement, je les ai saignés, si tu veux, en machine d'arcade à proprement parler. Et ce qui était assez génial avec comment dire, Kung Fu Master, c'est que quand tu as grandi avec Bruce Lee, bah, tu reconnaissais tout de suite le truc. Et là, Ouais. vraiment, en fait, je dis, tu vois, c'est-à-dire que Tekken, c'est arrivé bien plus tard, donc tu as le temps de comprendre qu'il y a un référencement méta, si tu veux. Mais quand tu es gamin à cet âge-là, Kung Fu Master, c'est un film de Bruce Lee sur lequel tu peux mettre des coups de latte, en fait. Si tu veux. Donc pour toi, tu as l'impression que tu es vraiment un putain de génie des arts martiaux qui envoie des coups. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, le jeu, il était assez incroyable là-dessus parce que, en fait, tu posais la question de est-ce qu'on peut jouer encore à ces jeux-là en fait aujourd'hui. Et moi je pense qu'en fait un Kung Fu Master, j'ai pas tenté le coup, hein, mais je pense que tu peux le ressortir, le dynamiser un petit peu, un tout petit peu, mais en gardant les mêmes notions de gameplay et il fonctionnerait parce que en fait il y a pareil une rapidité dans l'exécution des mouvements et trucs comme ça. C'est coup de pied, coup de poing, hein, ça n'allait pas beaucoup plus loin, hein, si tu veux. C'est vraiment machin. Et d'ailleurs il y avait plein de trucs. C'est rigolo, tu vois. Enfin je veux dire, en gros. Enfin, moi, je me posais des questions de comment c'était, parce qu'en fait, en gros, c'est la même logique que Karateka, si j'ai bien compris. J'ai pas joué à Karateka, par contre. Mais que des semi-boss jusqu'au boss. Hein. Voilà, c'est ça. Mais tu grimpes les les étages. De la mort, hein. Exactement. Tu grimpes les étages. Le jeu de la mort, et en fait, si tu veux, ce qui était assez génial en grimpant les étages comme ça, en fait, si tu veux, c'est que quand t'envoyais un coup de latte dans un ennemi, parce qu'ils arrivaient par vague de 3, 2, 3, etc., etc., t'en avait même qui t'envoyaient des couteaux, il fallait les éviter. Ce qui était très décevant, c'est que les couteaux ne se plantaient pas dans l'ennemi qui arrivait en face. Si tu veux, il passait à travers. Tu dis pourquoi lui il passe à travers et pas moi, tu vois, c'est pas cool, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, c'était un peu bizarre, quoi. Et il y avait ce truc... Karateka, c'est du one-to-one. Hein. Donc là, tu t'affrites, là, tu... Ah non, là, c'était vraiment en fait, des vagues d'ennemis, en fait. Ouais, et le truc, si tu veux, c'est que les vagues d'ennemis, tu mettais tac, 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 3 coups en fait, de pied, tu vois. Les mecs, giclaient, ils tombaient, si tu veux, de l'étage. Là, tu te dis, mais alors je comprends pas, elle est où la caméra? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un mur, il n'y a pas de mur. En fait, c'est quoi cet immeuble en fait, où les murs sont totalement ouverts, si tu veux? Et en fait, si tu veux, tu vois les mecs tomber, voilà, c'est ça. Il y a aussi un autre truc pas très cohérent, en fait, c'est qu'il y a alors, je sais pas si c'est des gosses ou des nains qui t'attaquent, si tu veux. Et en fait, du coup, pourquoi, si tu veux? Je pense que c'est une époque où tout était autorisé un petit ouais, peu. mais c'était plus facile. c'est surtout, il faut un petit ennemi, il faut un grand ennemi, il faut quelqu'un qui a ta taille. Enfin, il a un bob, l'autre il est, tu vois, enfin, il t'envoie des coups. Donc en fait, t'avais tout ce truc-là. Aujourd'hui, avec le recul, tu regardes ça, tu te dis, voilà, bon, c'est un peu pas chelou, quand hyper même, hein. cohérent, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, je me demande, c'est dans lequel, et je sais pas si c'est dans celui-là où t'as carrément un oiseau qui t'attaque aussi et tu lui mets un niron, en fait. Mais c'est peut-être pas dans celui-là, c'est peut-être dans un autre où je fantasme, alors je sais pas. Mais en tout cas, pour l'avoir essayé récemment, juste pour la culture, effectivement, le coup des petits personnages, je me suis posé la question si c'est des enfants ou c'est des gens de petite taille. J'ai envie de croire que c'est des nains, tu je vois, sais mais tu te Dans poses les années 80, les nains étaient, il me semble, plus présents dans la culture. au cinéma et aussi dans Oui, les c'est vrai. cinémas d'action, Ah oui, tu veux dire, etc. Donc ils étaient utilisés aujourd'hui, ça ferait hurler, voilà, mais il me semble, hein, de souvenir. C'est peut-être Wang Wang. Tu connais Wang Wang? Non. C'est le petit Lilliputien qui jouait James Bond. Oui, aussi. Voilà, oui, non, mais tu vois, dans le cinéma d'action. Va savoir, Non, mais dans le cinéma d'action, voilà, c'est ça. Je pense non, mais qu'ils c'est étaient peut-être lui plus dans présents. Kung Fu Master. Oui. Tu vois, Ah oui, là, ils étaient j'en plus sais rien, présents. c'est peut-être Ils ont leur réutilisé, ouais. Non, mais Allez, Kung Fu Master, on vous invite à y rejouer. voilà, pour voir si c'est la même sensation. mais mine de rien, en fait, voilà, je pense que les sensations, c'est-à-dire qu'il y avait ce truc en fait où quand tu envoyais un coup, tu avais le cri de Bruce Lee, comme ça, et du coup, putain, mais tu disais, t'es Bruce Lee. Vraiment, quand tu regardes le regard quand t'as 10 ans, du truc avec la crudité, on va dire, si tu veux, l'aspect presque cinéma naïf, tu vois, l'aspect naïf, l'aspect film en noir et blanc, l'arroseur arrosé, on va dire, des débuts du jeu vidéo, t'avais un truc en fait qui fonctionnait totalement dans les salles d'arcade, dans le truc. Et mine de rien, les salles d'arcade, pour moi, c'est comme les cinémas de quartier, en fait.
il y a un truc, en fait, si tu veux, il y a une ambiance de bar, en tout cas en France, tu vois, il y a une ambiance de bar, de trucs avec la clope qui pue, avec, tu vois, tous ces trucs-là, qui fait que c'est pas La cigarette incohérent. froide. C'est pas incohérent de se retrouver, en fait, à la fois avec les films d'arts martiaux qui cartonnaient dans les quartiers un peu, si tu veux, populos, quoi, et, comment dire, un Kung Fu Master qui se retrouve dans le bar. Ils se retrouvent dans le bar, en fait, avec les beaufs à côté qui sont en train de faire leur tiercé, tu vois. Donc le truc, si tu veux, Au petit blanc à 10 je heures. suis très, Oui, très oui. schématique. Non, mais il y en a. Ne vous Tire, énervez tu pas, je tires, suis vraiment, le- voilà. Tu tires sur le client de 10 heures du PMU, c'est un Ah peu non, moche, je mais trouve. bah, tu sais, bon, voilà, mais, tu sais, non, mais je dis ça parce que c'est une ambiance que j'ai bien connue, tu vois. Donc en fait, c'est surtout ça le truc, c'est que en fait, il y avait ce truc comme ça où pourquoi tu te rends pas compte, t'es totalement projeté, c'est la Action Hero. T'es projeté dans ton jeu, t'es là en train de te dire putain, mais je suis dedans, Ouais. c'est moi Bruce Lee, là, je suis en train de les éclater, tu vois. Je suis trop balèze, tu vois. Et comment dire, alors que évidemment, quand tu regardes le jeu aujourd'hui, il est hyper cru, mais en fait. Pourquoi il est dans cette position-là? Pourquoi il est dans mon top 5? C'est pour ces raisons-là. C'est pour ce côté un peu genre, quand tu arrives à te projeter que tu y crois et quand tu as 10 ans, ça marche, tu vois. Le jeu, il était incroyable, quoi. Kung Fu Master, donc ton numéro 2. Bon, mon numéro 2, c'est Mortal Kombat, mais le premier du nom, donc 92. Alors celui-là, je ne l'ai pas suriné côté salle d'arcade. Ça aurait été plutôt Double Dragon pour l'ambiance fumée froide. Ouais, pareil. Les vieux cendriers et Ricard qui puent. Enfin bon, ouais, vous connaissez. Je vous ne fais pas la rengaine. Vous connaissez si vous êtes passé dans un PMU. Alors il n'y a plus l'odeur de la clopasse. C'est fini. Mais dehors, ça fume pas mal quand même. Maintenant, Avouez que ça vient plus du dehors. T'as l'odeur caramel des vapoteuses maintenant. Oui, c'est ça, c'est pas la même. Donc Mortal Kombat, pourquoi? Parce qu'à l'époque, alors, évidemment, le jeu, je vous conseillerais plus Mortal Kombat X, évidemment, comme Stéphane, mais je le mets en deuxième parce que c'était quand même en 92, c'était quand même furieux, la violence, le sang, le fait que tu pouvais ou non le mettre, faire gicler, les fatalités qu'il fallait avoir. Merci à la presse magazine d'ailleurs de l'époque qui mettait les fatalités qu'on pouvait choper. Mais bon, il n'empêche, il fallait des heures et des heures d'entraînement. Moi, j'en avais quelques-unes. Complètement, je les avais parfaitement intégrées. C'était vraiment génial, dégueulasse. Enfin bon, il y avait tout et ça faisait un rappel au cinéma gore, moi que j'aimais beaucoup. Il y avait une espèce de mélange de tout, donc de cinéma de genre, de karaté, le cinéma gore, moi que j'adorais, et puis le jeu vidéo, voilà, parce que c'était notre média, parce que c'était chouette, parce que c'était cool. Et le côté aussi acteur, hein, parce que là on n'est pas du tout dans Street Fighter 2 où il y a on enlève un peu la violence, hein, on la coupe, on se sépare avec ce côté très animé, quasiment dessin animé. Là, ils ont voulu jouer la carte du réalisme. Alors évidemment, ça a mal vieilli, mais il y a quand même cette notion-là. Et à l'époque, c'était vraiment dégueulasse. Enfin, voilà, et c'était parfaitement jouissif pour un gamin, c'est-à-dire de pouvoir jouer à ça, quoi. T'avais joué alors c'est un peu plus tard, hein, mais t'avais joué à leur Beat Them All Mortal Kombat. Oui. Shaolin Monks. Non. Shaolin Monks. Tu veux du Z, tu vois, franchement, il est formidable. Voilà, il a vieilli évidemment, hein, c'était un jeu PS2. Et en fait, si tu veux, moi, ça m'a fait penser au cinéma, tu sais, genre La Reine des Crocodiles, les trucs indonésiens, là, complètement tarés, où tu coupes les mecs en deux, là, si tu veux, tu sais, des trucs comme ça. Et c'était incroyable, quoi. Tu vois, c'était du super série Z de luxe, quoi. T'avais que Liu Kang et je sais plus c'était qui l'autre perso. C'est plus du tout. Parce que c'est ça qu'ils ont fait plusieurs jeux comme ça avec un de leurs héros. Enfin, il y en avait un avec Sub-Zero aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'était vraiment, en fait, c'était un beat'em all, tu vois, à l'ancienne, tu vois, je veux dire, vraiment où tu te baladais dans le truc et t'envoyais des lattes, tu découpais des mecs avec un sabre et tout ça, etc. C'était chambé. J'en mets là aussi mon Mortal Kombat, maintenant qui est un peu passé, mais à l'époque quand même, c'était vraiment scandale, l'interdiction du sang. Enfin, ça avait vraiment fait causer parce que c'est les gosses qui voulaient y jouer, hein. C'est pas les adultes. Hein. Et les persos étaient pseudo-réalistes. Oui, c'est vrai. Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une prise d'acteur là. Je reviens. Mais d'ailleurs, je vous conseille de regarder les FMV, quoi. Oui, non, c'est clair, mais c'est vraiment ça. C'était un mélange entre ça et la rotoscopie. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je vous conseille les making-of d'époque. Ça peut se trouver sur. Alors, je sais plus si c'est le 2 ou le 3. En fait, on voit en fait le tournage effectivement des acteurs. Et c'est vrai que les moments où les acteurs en fait simulent un coup de pied sauté, en fait, ils sont juste vraiment perchés sur un bloc vert en simulant. Ils sont juste perchés sur un bloc vert en simulant le coup de pied. Où en fait, vraiment, il n'y a aucune expression sur leur visage. Et juste de voir ça et de l'imaginer dans le jeu après la place de Sub-Zero ou de Scorpion, c'est incroyable. Voilà, donc c'est des jeux incroyables, mais c'est des jeux aussi qui là pour le coup, je sais pas si ça se rejoue, oui, parce que de toute façon le versus fighting généralement. C'est pas trop mal fait, ça se rejoue, mais il n'y a pas le côté animé. Là. Alors, on n'a pas mis Street Fighter 2 dans nos top 5, ça aurait pu. Évidemment, un top 5 jeu de baston en vrai. Hein. En même temps, je pense qu'on fera un top 5 versus fighting, c'est une des propositions possibles. Et évidemment, là, d'un coup, il s'imposerait. Mais Street Fighter 2, c'était un petit
c'était le côté, ouais, c'est un peu pour les gosses, tu vois, ça redevenait et Mortal Kombat, alors qu'il était bien moins précis, hein, franchement, clairement, mieux vaut un Street Fighter, enfin l'autre c'est une calamité, mais la violence, quoi, cette espèce Mais honnêtement, tu le revois aujourd'hui, c'est quand même aussi pour les gosses. Hein. De Mortal Kombat. Bien sûr, Avec le recul, mais bien sûr, hein, tu vois, bien sûr que c'est pour les quand même gosses. pas très, finaux, hein. Mais avec les codes des films interdits au moins de 18 ans complètement, ou oui. 16 ans, ou bref, c'était plutôt au moins de 18 ans à cette époque. Donc Mortal Kombat 92, moi c'est mon deuxième, on passe au final, au top 1, ton numéro 1, Alors, le jeu des jeux d'arts martiaux. J'ai un peu triché, mais moins qu'avec Tenchu. En Ah. fait, là, c'est Bushido Blade, en fait, qui est un jeu sur PS1, qui est un jeu de Qui est sabre. disponible, Alors, hein, qui est- rassure-nous, parce que oui, on peut alors, jouer comme le ça. 2, le 2 non. Le 2, c'est D'accord. qu'au Japon, mais le premier, D'accord. c'est en Mais au en moins Europe aussi. le 1, d'accord. Et alors, en fait, alors, je l'ai pris parce que c'est, pour le coup, justement, j'ai hésité avec ce qu'on parlait de samouraï. Alors, là, pour le coup, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas un jeu de samouraï, c'est un jeu de sabre. C'est vraiment la technique du sabre appliquée à plein de personnages différents. Donc, en fait, chacun va avoir une arme différente. Alors, c'est majoritairement du sabre. On va avoir de la naginata, donc de la lance. On va avoir. Alors, le boss de fin a un flingue. Parce que pourquoi pas. Mais globalement, tout le reste du temps, c'est vraiment juste des. Il en a acheté. Hein. C'est ça. C'est comme ça, c'est pas de chance. Il était malin. Et vraiment, tout le reste du temps, c'est de l'arme blanche. Et c'est un jeu qui a enfin, c'est un des premiers jeux à faire ça, qui a la touche mortelle. C'est-à-dire que on peut toucher une seule fois le personnage d'en face et le tuer. C'est-à-dire, si on le touche en pleine tête avec un coup de sabre, on le tue directement. Et il y a une notion de blessure. On peut taper dans un bras. Du coup, le bras gauche ne peut plus servir. Donc, par exemple, un personnage avec une lance va être handicapé directement. On peut taper dans la jambe pour empêcher le personnage de faire un pas en arrière. Il y a tout un côté comme ça, stratégie, d'analyser le combattant en face et d'essayer, en fait, en suivant son arme et sa posture, parce qu'il y a aussi un choix de posture différent, de justement l'handicaper plus ou moins ou de le tuer d'un coup s'il n'est pas assez attentif. Attends, c'est du versus fighting, c'est quoi? C'est du Ouais, c'est du versus. versus fighting. Hein, Donc en fait, il y avait. Parce que c'est vrai on navigue entre le monde ouvert, les Oui, beat'em all là, et c'est le le versus versus, fighting. ouais. Mais là, on est plus Pardon, dans le versus fighting. Ok, d'accord. Qui Là, est- je comprends mieux. Donc c'est en duel, effectivement. Sans duel, voilà, pardon. On va essayer d'affaiblir. On peut affaiblir en tout cas son C'est adversaire. ça. Et donc il y a une partie scénaristique où là on va justement enchaîner les combats jusqu'au boss avec son flingue justement. Mais il y a aussi donc dans le 2 je crois, dans le 1 je suis pas sûr, mais dans le 2 il y a du vrai versus. Et donc il y a vraiment ce côté-là de respect des codes du Kenjutsu, donc vraiment de l'art du sabre. Mhm. Et Alors, on s'est renseigné en faisant ce podcast, qui rentre effectivement dans les arts martiaux, Oui. même si nous on a plus tendu du côté à main nue, quoi. Voilà, Oui. hein, donc plutôt arts martiaux à main nue, en délaissant un tout petit peu, même si on a à l'intérieur de ce top 5, de ce Ouais. top 5, le côté armes Bah, blanches. c'est qu'en fait j'ai hésité justement pour l'intégration de ce jeu-là, mais je me suis dit que comme c'était pas vraiment, enfin c'était très spécifique quoi, c'est vraiment juste l'art du sabre de base, c'est pas l'art du sabre appliqué à une caste ou à d'autres types de combattants, c'est vraiment l'art du sabre pur. Et pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un art martial dans le sens où c'est vraiment les mêmes codes, c'est les mêmes entraînements, c'est la même rigueur par rapport à l'apprentissage d'un style de combat. Et je trouve que ce jeu le rend bien parce que pour moi, c'est vraiment l'équivalent d'un Sifu avec des sabres en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile parce qu'on peut mourir d'un coup. Et pour le coup, quand on meurt, on recommence directement. C'est pas, on va pas reprendre le combat, c'est mort direct. Et il y a vraiment ce côté d'apprentissage à la dure et de compréhension de la distance, du recul, du moment d'attaque, de l'ouverture. Et c'est un jeu qui est extrêmement complexe, surtout pour l'époque, qui a été plus ou moins, enfin, où sa mémoire reste encore dans des jeux comme Kengo par exemple, sur PS2, si je dis pas de bêtises, ou oui, à l'époque. Et après, du coup, les Way of Samurai, tout ça, mais qui sont plus narratifs. Mais c'est vraiment cette optique-là de vraiment donner la quintessence pure de cet art-là, de faire comprendre, même aux gens qui ne sont pas initiés, ce que c'est que l'art de l'épée et que le Kenjutsu. Et pour le coup, c'est un jeu qui est assez unique par rapport à ça. Ouais. Le réalisme, hein, côté Pierre, hein, donc le choix de Bushido Blade, mais ça donne très envie parce que le one shot, ça c'est vachement intéressant parce que d'un coup là, ça rigole déjà moins. Et puis le côté affaiblir l'adversaire, ce qui existe sous la version du stun, on va dire un petit peu, Ouais, ailleurs, mais c'est pas vraiment l'affaiblir. Enfin, c'est l'affaiblir un temps, en tout cas une période, mais là ça va quand même beaucoup plus loin. C'est assez intéressant, en tout cas je trouve en mécanique de jeu, ça mériterait d'être revu ou repris ou de nouveau visible dans un jeu de versus fighting d'ailleurs ou autre, ou un beat'em all. Ton number one, cher Stéphane, il est temps de te dévoiler.
Verneau va être content, je sais qu'il Ouais, moi aussi, parce que du coup, on va en parler tous les deux. Alors, toi, tu as beaucoup l'ami Julien, là, mais à croire qu'il fait des arts martiaux. On va lui demander, tiens. Mais non, c'est Shenmue 2. Alors, Shenmue 2, pour un truc assez global, hein, en fait, fondamentalement, qui est. Bon, moi, c'est Shenmue, donc on va en parler tous les deux. Donc, voilà, mon number one, c'est Shenmue, et Shenmue 2 pour toi. Bon, voilà, de toute façon. Après, c'est une question 99-2001, notre façon, c'est ça, et date puis de sortie. c'est dans la même, un peu dans la même logique. Et puis surtout, c'est une question d'ambiance. Le premier, c'est au Japon. Le deuxième, c'est à Hong Kong. Il y a vraiment une. Comment dire, voilà. Mais pourquoi Shenmue 2 ? Parce que, en fait. Alors, à l'époque, c'était un peu les proto-mondes ouverts. Si tu veux, il y avait vraiment, en fait. La tentative en fait de créer quelque chose, une sociabilité en fait dans une histoire, si tu veux, un aspect quotidien avec. Il y avait d'ailleurs c'était une histoire simple. Hein, c'était un personnage qui venait, qui cherchait le tueur il voulait venger son père, il cherchait le tueur. Les gens peut-être qui nous écoutent connaissent la problématique de Shenmue. C'est des jeux qui ont coûté très cher à l'époque sur Dreamcast, qui se sont plantés. Qui ont planté la console aussi, hein, d'ailleurs. En partie. Bon, après, en partie, on va dire, si tu veux, mais c'est des budgets énormes. Hein. C'était des budgets de 70 millions d'euros, je crois, à l'époque. Et en fait, ça a un petit peu enterré la carrière de Yu Suzuki, en fait, qui était notamment le créateur de Virtua Fighter, on en a parlé, quoi, qui est quelqu'un qui est vraiment, en fait, pour le coup, versé dans les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il cherchait, en fait, si tu veux, non pas forcément, encore une fois, les coups à apprendre, etc., mais la philosophie qui était derrière. Et ça s'en ressent un petit peu dans Virtua Fighter, même si voilà, moi c'est des jeux techniques et moi j'ai plus de mal à jouer à ça. J'aime bien l'idée qu'en fait il ait fait un jeu autour de cette philosophie-là. En fait, finalement, c'est ça que je trouve vraiment formidable en fait avec Shenmue, quoi. Tout en l'intégrant en fait dans un dans une histoire en fait qui est liée à un espèce de monde en fait que tu traverses de manière en explorant en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on joue à un monde ouvert. C'est un tout petit monde ouvert, hein, Shenmue, il faut le dire. Hein, quand tu compares à ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment tout petit en termes de place. Mais par contre, en fait, il est grand parce qu'en fait, on te dit rien. Donc tu dois vraiment explorer, aller chercher. Tu passes du temps, en fait, si tu veux, aller parler avec des gens. Et puis c'est explorable. Oui, c'est ça. C'est vraiment un monde explorable où les portes s'ouvrent, quoi. Hein. C'est pas un faux monde ouvert où la moitié, les 3/4 des 99% des portes sont fermées. Tu fais bon, bah d'accord. Okay, non, c'était ça. C'est qu'on peut aller. Tu dois parler avec des gens, discuter avec des gens qui vont en fait te donner des pistes à explorer pour avancer dans ton intrigue, avancer dans comment dire. Dans l'histoire. Dans l'histoire et dans la découverte de cette ville, en fait, là, en l'occurrence, moi, sur Shenmue 2, c'est Hong Kong. Mais comment dire, alors, il y avait, encore une fois, c'est un proto-monde ouvert. Je resitue. Hein, c'était même, je crois, un tout petit peu après GTA 3, en fait. Donc, en fait, il y a vraiment. Il y avait, par exemple, les minigames, en fait, mais qui étaient des trucs, en fait, que tu trouvais dans. Comment ça s'appelle dans le monde, tu avais des petits jeux de billes, en fait, si tu veux, des trucs comme ça. Tu avais. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme t'avais des métiers en plus, tu pouvais faire des métiers différents aussi. C'est ça, t'avais des jeux de Yu Suzuki, t'avais pas Space Harrier. Ouais, c'est ça, exactement. Tu pouvais, des trucs qui ont été repris par Yakuza, par exemple, ce genre de choses et tout, etc. dans la formule, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait Space Harrier, c'est vrai, c'était sympa. Bien sûr, il y avait la naissance des QTE. Alors voilà, ça c'est un autre élément, c'est-à-dire que on a beaucoup glossé sur les QTE. Il faut avouer que c'est quand même pas le meilleur système de jeu, mais en l'occurrence, je trouve qu'à l'époque où ils ont été intégrés dans Shenmue, en tout cas dans Shenmue 2 clairement, j'ai plus de souvenirs de Shenmue 2 que du premier. Le truc avec Shenmue 2, c'est qu'en fait, comme de toute façon le jeu va dans une narration très soutenue, c'est-à-dire pas, encore une fois, pas à la façon, il y a beaucoup de cinématiques, mais pas à la façon automatiquement de ce que j'entends par là, c'est vraiment dans l'exploration, quoi. Moi, ils m'ont beaucoup moins dérangé, en fait. Il y a 2-3 moments où tu te plantes, hein, mais en fait, ils fonctionnaient dans une espèce de grande scène d'action qui était assez prenante en fait dans la façon dont elles étaient présentées, quoi. Donc du coup tu avais une grosse dynamique de mise en scène, une grosse dynamique de ça, et effectivement des fois tu pouvais te planter, ah putain j'ai pas appuyé sur X, j'ai appuyé sur Y, bon tu vois je me suis pris un coup de latte, mais tu recommençais très vite tout de suite. Et disons que ce que eux arrivaient à faire, la plupart des jeux n'ont pas forcément, tu vois, ils l'ont vraiment utilisé comme un système plutôt comme un élément narratif en fait dans lequel tu vas jouer, quoi. Et du coup il y a une façon d'aborder ça sous un autre prisme en fait qui le rendait un petit peu unique et un peu différent. Ce qui fonctionnait bien, quoi. Et puis il y a ce truc en fait tout bêtement de comment dire, moi mes passages préférés en fait si tu veux dans Shenmue 2, c'est d'aller apprendre les mouvements d'arts martiaux avec un vieux maître chinois dans un jardin en fait si tu veux public, quoi. Et le mec en fait te dispense une philosophie et il y avait quelque chose d'assez touchant en fait, d'assez fonctionnel, assez émouvant parce que justement
il y avait en fait ouais, tu sentais que c'était ce qu'ils voulaient faire vraiment en fait, si tu veux. C'est-à-dire que les moments intimistes que finalement à l'époque, en tout cas à ma connaissance, le Très jeu rare, vidéo hein. te proposait très rare, rarement hein, quoi. très rare. Aujourd'hui, c'est pas devenu un lieu commun, mais on a affaire plus souvent déjà à cette Ouais, intimité. Et d'ailleurs, elle est largement traitée dans des jeux, notamment indé, pas que, Mm. mais notamment indé. Effectivement, à l'époque, c'est un ovni. Hein. Enfin, je dis 99 et 2001, même 2001. Non, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça l'est toujours. D'ailleurs, ça l'est toujours. Hein. Et Là, on le met en avec- numéro 1, mais ça reste toujours un élément. On peut travailler, quoi. Travailler Mm. dans un jeu vidéo. Enfin, Mm. mais monsieur, vous n'y pensez pas. Ouais. Vous êtes fou, tu vois. Mais non, Le mec, il te fait bosser pour aller. Tu fais, mais porter des caisses, Ouais. tu vois, enfin voilà. Mais C'est fou furieux. t'avais ce truc en fait de te dire en gros, si tu veux, tu sais quoi, je vais recréer le quotidien. Et en fait, si tu veux, à travers la façon de recréer ce quotidien, tu vas être immergé dans mon monde. Et mine de rien, à l'époque, c'était assez. Bon, je pense que tu avais des RPG qui le faisaient un petit peu, des trucs comme ça, mais c'était assez, comment dire, bon, c'était déjà distinctif parce que c'était un jeu en 3D. C'était assez. C'était pas encore le cheval de bataille d'un GTA. C'est-à-dire GTA 3, c'était pas tout à fait ça. GTA 3, il y avait vraiment des fetch quests, tu allais chercher des trucs et tout. Ouais. Là, il y avait ça, il y avait cette logique-là. Il y avait une ville immersive. Hein. À l'époque, il faut être honnête, elle était. Bon, aujourd'hui, tu y joues, elle est vide, hein, mais à l'époque, elle était assez immersive et tout. Mais là, justement, en fait, elle était immersive. Enfin, dans Shenmue, c'est immersif parce qu'il y a tous ces personnages un peu truculents que tu vas rencontrer, que tu vas, voilà, tu vois, une grosse matrone, tu vois, un vieux sage, tu vois. Et tous ces trucs, en fait, font que bah, tu es totalement pris dans le truc. Tu avais vraiment l'impression, moi, je trouve, de jouer à quelque chose de totalement nouveau à l'époque. Je fais la distinction parce qu'il y a Shenmue 3 qui est sorti depuis et en fait c'est un crève-cœur en fait de lancer un truc comme Shenmue 3 parce qu'en fait tu as l'impression que le temps s'est totalement arrêté. Et t'attends d'un mec comme Yu Suzuki, bon, évidemment il n'a plus les moyens, il n'a pas les mêmes moyens qu'à cette époque-là. Quoi. Oui, qui a inventé pendant 20 ans, enfin 10-20 ans, qui a inventé, enfin, en gros, le Laura de Sega, c'est quand même beaucoup lui. Ouais, Quoi. Voilà, exactement. C'est Hang-On, c'est Space Harrier, ça. c'est l'âge d'or des salles d'arcade. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Virtua Fighter, donc, qui se retrouve intégré lui-même dans Shenmue et Shenmue 2. Oui, bah oui, il a pas les moyens il n'a pas trouvé les moyens. Mais en tout cas, il a trouvé les moyens d'en faire un 3, ce qui est déjà assez exceptionnel C'est fou, ouais. pour une saga qui c'est littéralement. Voilà, bah, Mais qui a littéralement 20 ans de retard, en fait. Oui. C'est ça le truc, en fait. C'est Oui, quand mais tu qui n'est joues pas à une Shenmue réussite 3. financière, c'est-à-dire que vraiment qu'à foirer là. Ah oui, non, mais coup, déjà, on peut pas lui- voilà. mais pour une raison très simple, c'est que je pense en Artistiquement, fait ok, qu'il est aussi tributaire de ce que représente, ce qu'est censé représenter Yu Suzuki, c'est-à-dire dans l'industrie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui a toujours fait évoluer le médium. Toujours, Et là, ouais, en c'est gros, si tu veux, tu te retrouves avec un jeu totalement passéiste. Mm. Et en fait, moi, j'ai à peine joué. En fait, très honnêtement, j'ai joué 3-4 heures. J'ai fait allez, salut. J'ai mis de côté parce que c'est pas possible en fait. Shenmue 3, c'est trop, ça fait trop mal en fait de jouer à ça. Mais voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que pour peu qu'on se remette, parce que c'est des jeux qui ont vieilli, hein, les Shenmue, pour peu qu'on arrive à se remettre, ils sont disponibles hein, maintenant en fait sur les consoles actuelles et tout. La magie fonctionne quand même parce que tu reviens un petit peu en arrière, tu te dis oui d'accord, effectivement, on constate l'importance en fait. Et quelque part, si tu prends le temps de jouer à un jeu qui ne te donne pas en fait toutes les clés tout de suite, tu t'es immergé en fait dans le truc et ça fonctionne vraiment bien. Et avec, encore une fois, là, parce qu'on a parlé beaucoup de tout ce qu'il y a autour, mais avec l'idée, en fait, si tu veux, que ton personnage va, apprendre à se battre vraiment pour trouver l'assassin de son père, père, si tu veux, ouais. pour être au niveau de ça. Alors, c'est une histoire à rallonge, hein, parce qu'on n'y est pas. Hein. À la fin du 2, il y avait un cliffhanger, un fameux cliffhanger qui Ça avait... devait faire 11 chapitres. Qui avait Et 10 ans, on ouais. arrive à la fin du 6 ou 7e chapitre, je crois, à la fin de Shenmue Ouais. 2. Mais le combat a son importance, c'est le combat, garder Complètement. vraiment une part essentielle dans cette Ouais, aventure. bah, ce qu'en plus, à la base, c'est vraiment, le projet de base, c'est trouver intégrer à Virtua Fighter un élément narratif. Donc c'est ça. vraiment ça, c'est le combat au centre. Et après, derrière, se grève justement tout le côté narratif. Oui, alors que maintenant, on a plutôt un regard inverse, c'est-à-dire qu'il a inversé la donne, c'était le monde. Le combat fait partie du monde, mais ce n'est qu'une partie intégrante du monde, et même s'il est essentiel, il fait jouer avec. Voilà. Donc Shenmue 2, bah, pour nous, mais je pense que c'est cohérent, parce que bon, voilà. Et effectivement, pour toi, Pierre, je retrouve Bushido Blade. Donc, mais c'est quand même un retour au réalisme, quand même, parce que voilà, des jeux comme Shenmue, si on dit un descendant, si on donne des descendants de monde ouvert, moi je dirais plutôt Red Dead 2, dans le sens organique, enfin vivant, où il y a quand même un enjeu réaliste qui s'invite quelque part. Alors, évidemment, il faut pas. Si vous jouez à Shenmue, vous n'allez pas voir Red Dead 2. Hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais dans l'esprit, exactement. Ouais, dans l'esprit, c'est quand même une date parce que je reviens. On finira par Julien Inverno qui lui disait c'est des jeux qui se referont peut-être jamais ou rarement. Il parlait comme ça de Red Dead 2, il parlait comme ça de Shenmue, et c'est vrai que c'est pas des anomalies, mais c'est des raretés.
Il y a un questionnement en fait, c'est-à-dire À ce que prix-là, je pense que à ce ah oui, budget-là, oui, bien sûr. sûr. Après, il y a Aujourd'hui, hein. après, il y a un questionnement en fait qui se pose quand même, mais c'est mine de rien, on va aujourd'hui, on te parle de métaverse, on te parle de trucs comme ça, c'est censé être des mondes immersifs. Ces mondes-là, en fait, ça peut pas marcher que par le réseau social. Non. C'est-à-dire, il y a forcément, à un moment donné, il y a des règles de jeux vidéo qui vont s'intégrer en fait, si tu veux, même s'ils s'en rendent pas forcément compte, même si les gens, on va dire les gens qui ne jouent pas, ne se rendent pas compte en arrivant dans le métaverse, tu vois. Pour l'instant, c'est ridicule. On voit des trucs des carrefours et tout ça. Bon, voilà. Mais tu vois, je veux dire, le truc, c'est que pour peu que ça soit poussé, pour peu que ça soit, je veux dire, développé à mort, il y aura forcément des règles d'immersion du jeu vidéo qui vont venir. Et il y aura forcément, à mon avis, le truc avec le monde ouvert, il y en aura des mondes ouverts, il y en a plein. Mais je veux dire, qui vont aller dans cette direction-là, c'est sur ces trucs-là que les innovations vont arriver. Oui, je comprends. Et puis si tu veux, le fait d'imposer le réalisme voilà, c'est ça. Dans un monde de jeu, en tout cas. Dans un monde virtuel, en fait. De toute façon, ils sont forcés de base parce qu'ils utilisent un médium que eux utilisent déjà quand ils parlent de gamification de leur, de leur solution, de leur site. Et donc, en fait, quand tu utilises en plus ce médium-là, tu es forcément obligé d'y mettre des éléments de jeux vidéo. Ils peuvent pas se dire que le public qui vise, qui est un public globalement de jeux vidéo, qui est habitué à ce médium-là, tu peux pas leur enlever en fait des bases et des codes. On est quand même loin des coups de tatane. Voilà, c'est ça. J'allais dire, c'est la question, c'est est-ce que tu vas mettre des coups de latte à tes amis sur Facebook? Où est le grand écart de Van Damme? Où est le grand écart de Van Damme? Il a disparu. La nouvelle version du POC. Dans la nouvelle. Bon, on va s'arrêter là. Il y avait l'idée aussi de vous dire les jeux à éviter, mais ça va être en une phrase, ton jeu à éviter. Alors moi, c'est Star Wars Master of Terraskasi. J'allais te demander si tu allais le mettre, tu vois, Star Wars, tu vas loin. Qu'est-ce que c'est que ce dossier là? Alors, le Terraskasi, c'est un art martial dans le lore de Star Wars, qui est d'ailleurs utilisé dans cet excellent film qui est Solo. Et donc en fait, c'est un jeu qui est basé là-dessus. Et que le meilleur, quoi. Tu sais que les meilleurs films, bien sûr, les jeux de tous les temps. Les références. Et donc c'est un jeu qui est atroce, où en fait, du coup, tous les personnages qui font le Terraskasi sont complètement désarmés face à des Jedi qui ont le sabre laser ou des gens qui ont des flingues. Donc littéralement, si on joue un personnage, tu gagnes, c'est ça. En fait, c'est réaliste en fait, c'est vrai, c'est ça la vraie question. C'est ça le réalité d'un sabre laser. Tu gagnes. Ok, alors comment tu dis ça? Star Wars Masters of Terraskasi. Ok, sublime. C'est magnifique ça. Ça me donne envie. Très connu ça pour être un gros nanar. Ouais, c'est vrai. Ça me donne presque envie d'y jouer. Toi, t'as un nanar dans le coin? Oui, bien sûr. Attends, alors, moi, c'est un jeu qui existe, mais qui n'existe pas. Ouais, alors. Si vous allez sur archive.org, vous tapez Steven Seagal. Et vous allez trouver en fait la petite démo de 10 minutes qui a jamais été terminée en fait, si tu veux, sur un jeu en fait avec Steven Seagal dans le rôle. Toi, qui joue là, tu vends du Steven, rêve. Tu vois. Là, on est très loin de Shenmue, ça me plaît Steven, beaucoup. Donc évidemment, dans ce jeu, il est fin. Ouais, bien sûr, évidemment. Il est agile. Il est agile, il est souple. Et il sent le poisson. Et en fait, le truc, c'est que donc du coup, en fait, en gros, c'est un jeu, c'est jouable. Alors, c'est jouable de comment t'appelles ça? C'est injouable, hein. Je veux dire, voilà, mais en fait, en gros, t'as les mouvements de Steven, tu vois. Alors, c'est une démo. Comme Jet Li, t'as la. Ouais. En moins bien encore. Ah oui, d'accord, ok, non, d'accord, pardon. T'as ce truc, en fait, de voilà, mais en fait, c'est. Forcément, en fait, dans les années, c'était un jeu qui devait se faire dans les années 90, je crois, il devait sortir sur Nintendo. Il y a eu un jeu Jackie Chan pur et dur, en fait, qui est sorti. Je l'ai jamais essayé d'ailleurs, en fait, mais je crois sur Nintendo. Il y avait Nintendo, non? C'était Bruce Lee, où tu revivais en fait toute sa carrière. Ah non, il y a un jeu Jackie Chan aussi. Ah, d'accord, il y a un jeu Jackie Chan, je crois. Et en fait, mais que j'ai jamais fait. Et en gros, si tu veux, il y a un fantasme en fait d'aller voir effectivement au-delà c'est-à-dire des gens qu'on cite en fait dans Tekken ou dans Soul Calibur ou dans peu importe. Il y a comment dire cette idée. Ou en Mortal Kombat, j'allais dire plutôt. Il y a cette idée, en fait, si tu veux, que ces artistes d'arts martiaux, en fait, en gros, on aimerait les voir en fait dans un jeu vidéo pour les jouer. T'as envie d'être Steven Seagal, tu vois, forcément, tu vois. Forcément, tu as envie d'être beau, d'avoir un catogan. Certaines personnes. Tu vois, ça dépend quand, mais oui. Charisme de pervers narcissique total, tu vois. Donc c'est voilà. Et malheureusement, ce jeu n'est vraiment sorti. D'après ce que j'ai compris, parce que cette démo. Cette build, je sais pas ce que c'est exactement, en fait est apparue, mais bien des années après, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet. Qui l'a lâché, qui l'avait chez lui et qui l'a lâché. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu jouable si tu arrives à faire marcher le truc et tout ça, etc. Des gens mieux versés dans la technique, moi, y arriveraient, quoi, tu vois. Mais alors, c'est nul, en fait, si tu veux. Ça se passe dans des usines, tu as des espèces de trucs où tu dois sauter par-dessus des obstacles, en fait, tu tombes tout le temps dedans. Enfin, tu vois, genre, moi, le peu que j'ai joué, t'as pas du tout l'impression d'être aussi majestueux et gracieux que Steven Seagal, quoi, tu vois, voilà. Donc, d'antan.
d'antan, tu vois, voilà. Tu vois. Non, mais Ok, même aujourd'hui, d'accord. Steven n'a pas changé. Il est Bon, toujours aussi beau, c'est les jeux à éviter qu'il ne faut pas éviter, donc il faut aller sur quoi. Et en même temps, archive.org. il faut arriver à le trouver. Ouais, non, voilà, faut Donc, gratter. voilà, quoi. Moi, j'ai mis Enter the Matrix quand même parce que Oui. il me Ouais, attends, semblait. c'est vrai que c'était pourri, ça. Ah, bah ça, Ouais. c'était pourri. Alors, non. Alors, au niveau du transmédia, parce que les sœurs Mm. Wachowski ont toujours eu un regard Mm. assez intéressant d'ailleurs sur le fait de comment on développe l'univers. Ouais. Ok. D'ailleurs, ça se passe quelques temps avant Matrix Reloaded. Il y a un peu d'explication. Si je regarde juste le terme narratif, enfin le côté narratif, ça raconte des choses avant, etc. C'était très attendu. C'était l'inverse de Sleeping Dogs où on voit le truc arriver, ouais, bon, bof, machin. Et puis, ah ouais, tiens, finalement, c'est pas mal. Enter the Matrix, c'est très attendu. C'est ultra hypé au début des années 2000. On attend que ça. Matrix, c'est juste la révolution cinématographique. Et là, tu fais. Ah, la douche froide. C'est même pas la douche froide, c'est les glaçons dans la gueule, les parpaings de glace dans la tronche. Mais tu sais C'est horrible. qui voulait à la base pour un jeu Matrix. Non. Il voulait Kojima. Ouais. Ah, mais C'est- Et par ils en ont contre- discuté en fait. Ils en Ah, ont mais- discuté avec lui. À l'époque. Ouais, c'est Mais je pense que de toute intéressant, façon, il y a de l'ambition, encore une fois, sur le plan narratif, tout ce qu'ils font, les bandes dessinées, les animés, les comics, etc. Tout ça, ça a un sens incroyable. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail autour Bien de sûr. Matrix. Mais là, le problème, c'est qu'ils se sont affrontés à comment on fait un jeu vidéo. Enfin, c'est-à-dire, voilà, et les sensations, et on a parlé que de ça depuis le début de ce podcast, les sensations des arts martiaux, et là, bon, bah, c'est Ouais, c'est exempt, mon cher madame, Sensation mon cher de madame, Jada mon cher monsieur. Pinkett. C'était exact. Et c'était horrible. Donc, n'y jouez pas. Ou alors, voilà, c'est ça, en guise comment dire, je sais pas, de punition. Et ils étaient d'autopunition. partis Oui, sur jouer. l'idée que la déception, c'est que tu jouais pas Neo, tu vois. Sauf que 2 ans après, ils ont sorti un jeu qui s'appelait Matrix Path of Oui. Neo. Ouais, c'est Il est aussi pourri, quoi. Ah, qui est aussi pourri, non, il y a Alors que aucune tu joues leçon. pour le coup, tu joues vraiment la trilogie et tout, quoi, tu vois. Mais bon. Voilà. Ah ouais, non, vraiment, à éviter Enter the Matrix. Merci les amis, merci, merci. Stéphane, Merci Pierre. Jean. Vous pouvez lâcher évidemment vos likes, mais surtout en commentaire, vous pouvez lâcher votre top 5. Si vous avez eu des idées, on est passé. Évidemment, les jeux d'arts martiaux, vous avez vu, ça va très loin, du monde ouvert, en passant par le beat'em all et en retournant au versus fighting. Et encore, on n'a pas tout fait. Donc voilà, ça prend un spectre assez large de l'histoire du jeu vidéo. J'ai l'impression que ça épouse quand même quelque part cette histoire aussi du jeu vidéo. Donc vous lâchez vos commentaires et nous on se retrouve la prochaine fois pour parler jeux vidéo. Salut tout le monde!